Salut à tous et bienvenue, c'est le retour de Hors-jeu, l'émission, vous le savez, la plus frauduleuse du Twitch Game. Merci d'être là avec nous. Désolé pour le retard, on a eu un petit problème technique. Alors pour le coup, on était vraiment en place, on attendait juste de lancer, mais un petit problème technique nous a... c'est la vérité. T'es arrivé 10 minutes en retard, c'est pas grave. Pour dire les choses. Pour le coup, c'est la vérité, on avait vraiment un problème technique et du coup, on est bien là. Et on est parti pour 2 heures d'émission avec plein de choses au programme, bien sûr. On va parler de la CAN. D'ailleurs, bon, on va pas vous mentir, on a des petits écrans qui sont positionnés un peu partout devant nous parce qu'on suit bien sûr ce Maroc-Ghana, pour l'instant 0-0. On va en parler, on aura des intervenants aussi. Petit tour d'Europe, bien sûr, un peu plus tard dans l'émission. Un sujet de la semaine qui va, j'espère, vous intéresser. On va parler de l'âge des joueurs parce que voilà, on se rend compte qu'il y a des joueurs qui repoussent un peu les limites, vont bien plus loin maintenant. Jusqu'où est-ce qu'on va pouvoir aller? On va demander l'avis à un peu tout le monde, voir ce que vous en pensez. Parler de Miura. De qui? De Miura. C'est qui ça, Miura? C'est le joueur japonais de 53 le japonais. J'ai vu il détient pas le record de la Coupe du Monde, non? C'est pas ça? Il a le record du but marqué au plus vieil âge, quoi. En gros, 50 piges, il avait marqué. 50 ans, putain. Là, il a 54 ans et son club, le Yokohama FC, est descendu en 2e division. Il joue encore, le mec? Ouais. Ah ouais, et il a joué une minute de toute la saison. Il a joué une minute. Il est rentré 93e. Et il a brisé la théorie en une phrase. Ça l'a envoyé mitard à l'hélieu. Non, mais c'est devenu un grand-père, miskin. Et c'est lui qui a inspiré Captain Tsubasa. Exactement. Ah ouais, vraiment. C'est quand même énorme. C'est pour ça. Et là, il a signé. Du coup, il a quitté son club de cœur du Yokohama qui descend en 2e division pour signer à Suzuka, notre club qui est en 4e division. Donc a priori, il pourra jouer pour réaliser son rêve. Il a dit que son rêve, c'était de marquer encore un petit but en professionnel. Voilà. Ok, énorme. énorme. Tu sais quoi, t'aurais pu en parler tout à l'heure pendant le sujet de la semaine, mais c'est aussi le rêve encore pas mal de choses à dire. Mais il a pas. Il a pas 54 ans. Pas le même succès non plus. Bon, alors, vous les avez reconnus. Bruce Granek est présent. Salut Bruce, comment ça va? Salut Prac. Ouais, en forme? Salut Pac. Salut Pento. Salut Pento. C'est bon du ciel. Salut les gars. Salut au chat, salut à tous. Il fallait pas dire Pento, il fallait dire Kanta. Salut Kanta. Kanta, il y en a un dans le chat, il m'a écrit Kanta, quoi. C'est compliqué. Il y a Zach aussi qui est là, bien sûr. Comment il va, Zach? Très content de revenir. Ça fait longtemps que je t'ai pas venu, parce qu'enfin. Nous aussi, t'inquiète. Non, mais même en décembre, j'avais dû rater 2-3 émissions pour des raisons de calendrier et tout, mais content de revenir en plateau comme ça là. En plus, c'est toujours aussi chargé. Ouais, non, mais c'est lourd de revenir et d'être à nouveau avec vous pour pouvoir parler de notre sport favori. En plus, attends, ces derniers temps, j'étais sur mon stream et il y a des mecs qui m'ont dit ouais, t'as pas fait hors-jeu en ce moment. Je dis non. Ils m'ont dit ouais, il y a des mecs qui ont embêté Bruce. Et j'étais là, mais ouais, c'est vrai. Des gens ont embêté mon frère Bruce. C'est vrai. Mais moi j'étais là, mais vous embêtez Bruce. Alors même si vous pouvez pas être d'accord des fois avec lui, oubliez pas qu'il connaît mieux le football que 99% d'entre vous. C'est gentil ça. Restez respectueux. Je te dis, on me l'a dit que des gens t'avaient embêté. J'étais pas content. Voilà. Qui t'a embêté, Bruce? Qui t'a embêté? Toi, t'en faisais partie. D'ailleurs, on va se mêler après. Vas-y, mets ça dans les dents. Ok. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir dans l'émission, Zach. On va commencer. Vous la voyez, bien sûr, la Supercote boostée qui concerne le match de Toulouse. Voilà, Toulouse doit gagner les 2 mi-temps pour que la Supercote boostée passe de 2,70 à 3,30 grâce à notre partenaire de l'année, bien sûr, PMU Sport, qui est toujours là avec nous. Et puis, bien sûr, voilà, le code à l'inscription sur le site. On commence parce qu'on a déjà au moins 18 minutes dans les dents. Commençons par la Ligue 1. Et oui, c'est la reprise. On va se regarder les résultats et bien sûr le classement de cette Ligue 1. Juste avant de commencer, il n'y a pas eu beaucoup de matchs ce week-end. Évidemment, pas mal de matchs reportés. Mais comme d'habitude, c'est la tradition. Les amis, vos coups de cœur. Tiens, on va commencer par toi, Bruce. Tes coups de cœur et si tu en as des flops de ce week-end. J'ai absolument pas réfléchi. Là, tu me prends un peu de cours. C'est la tradition normalement maintenant, vous le savez. Donc, coup de cœur. Coup de cœur pour l'immense Marseille qui a célébré une victoire enfin contre Bordeaux chez eux, qui a célébré ça contre un Bordeaux décimé. J'ai cru qu'ils avaient gagné la Ligue 1 Marseille, mais tranquille. Du coup, non mais c'est vrai, ils ont célébré ça alors que bon, Bordeaux ils étaient décimés. C'est vrai que là c'était déjà à présent, c'était un truc de fou furieux. Ouais, c'est vrai. Paradoxalement à Bordeaux, parce que même Marseille avait avec beaucoup d'absents, mais paradoxalement à Bordeaux, ceux qui ont fait le plus mauvais match, c'est ceux qui n'avaient pas eu le Covid. Genre il y avait des mecs qui avaient eu le Covid, ils ont été nuls. Ceux qui n'avaient pas le Covid, mais ça se trouve Bordeaux au complet, ils auraient moins bien joué que ça quoi. Marseille n'était pas complet non plus quand même.
Faut oui, mais bon. quand même rendre à César ce qu'il a. Après, Bruce, tu dis ça, mais la stat, elle est quand même assez folle. Je crois, Kanto, ça faisait depuis combien de temps non 44 ans que Marseille n'avait pas gagné là-bas. C'est vrai que c'est dingue. Ça c'est même la 45e année, il me semble, un truc comme ça. Un gros motif de motivation. Zach, ton coup de cœur, toi, ce week-end, ça a été quoi? Bah écoute, mec, j'ai pas eu spécialement de coup de cœur. J'ai regardé un petit peu de football au sens global, mais en Ligue 1. Mais en Ligue 1, je parle, ouais, pour l'instant. Ouais, non, en Ligue 1, franchement, c'est pas ouf. Hein. Genre, c'est pas un week-end incroyable, on va pas se mentir. Bah allez, vas-y, je vais te le dire, le coup de cœur à la rigueur, mais ça, c'est plutôt une perf d'un joueur, mais ça, c'est dans la continuité de ce qu'il produit depuis le début de saison. Non, Saliba. Saliba encore à Marseille. Ce mec est, je pense, prêt pour le haut niveau, le très haut niveau. Ce et mec, je pense, il est largement prêt pour un club de haut de tableau. Enfin, vraiment, en fait, ce qui m'a fumé, c'est que quand vous regardez le match face à Bordeaux, sur plusieurs phases, il y avait des attaquants bordelais qui partaient hors jeu. Et le gars, dans sa couverture, tu vois, il est tellement bon que même quand l'attaquant partait hors jeu, il a été toujours sur la trajectoire, bon pour garder des profondeurs et défendre haut. Et ça, d'autres équipes ont besoin de ce genre de défenseurs des fois pour pouvoir défendre haut. Bah, je pense notamment, on va sûrement en parler plus tard, le Barça, tu vois. Et donc du coup, Saliba, c'est un défenseur de ce type. Alors bon, bien sûr, je fais pas la connexion entre les deux, mais c'était pour prendre un exemple. Et des défenseurs comme ça qui te permettent de défendre haut, c'est toujours une bonne chose dans une équipe. Donc dédicace à Saliba parce que ce mec est très fort. Joli coup de cœur qu'on avait beaucoup cité dans nos équipes type. Kanto, pareil, est-ce que ça va concerner l'OM ou une autre équipe ou un autre joueur? Ça concerne un petit peu tout le monde. Coup de cœur au gouvernement qui a décidé de ne pas revoir la loi sur les jauges dans les stades. Coup de cœur ou flop du coup? C'est un coup de cœur ironique. Alors Roxana l'a dit, désolé de te couper. En fait, ça a été revu. Oui, ça a été revu, mais et finalement... en gros, ce sera une fois que le super pass vaccinal sera rentré en truc, là, il devrait pouvoir... Mais après, tu sais pas si c'est genre dans la loi ou si c'est le préfet qui décide. Parce que c'est le préfet... Exactement. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai encore vu ce week-end des stades de Ligue 1 qui me faisaient pitié avec des gens qui étaient entassés au même endroit et des tribunes il est toujours dépressif. Comme d'hab. Bah ouais, en fait, à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça me rend dépressif parce que moi j'aime le sport, j'aime la fête et... la fête, on sait que ça, la fête, mon pote. J'aime le sport et la fête et là, malheureusement, je vois pas de fête là-dedans et... Ça me fait chier parce que quand je vois qu'il y a des beaux stades qui sont vides alors qu'on pourrait largement mettre des gens un petit peu partout plutôt que de les entasser au même endroit et avoir un petit peu plus de monde, c'est dommageable à la fois pour les clubs par rapport aux supporters, par rapport aux supporters qui ne peuvent pas venir, par rapport aux recettes qui sont minimisées, par rapport au fait que les clubs ne peuvent pas rentrer aussi tous les abonnements et que du coup ils vont devoir rembourser, etc. Donc il y a nécessairement du dommage et puis pour le spectacle aussi c'est dommage. Donc voilà. Et petit flop, je me permets en très rapide à l'Olympique Lyonnais qui pour ses 5000 places en a réservé 80% pour les loges et a tiré au sort 1000 pèlerins qui étaient séparés tout machin dans une tribune, tandis qu'il y avait 4000 personnes dans les salons et des loges qui dégustaient des petits fours et des champagnes. Attends, tout le monde était dans les loges en fait? Personne n'était? Il y avait 4000 personnes en loge et que 1000 supporters tirés au sort pour pouvoir être dans le stade. Donc tu avais 1000 personnes en tribune et 4000 en loge. D'accord. Et donc du coup, vu que j'en ai parlé et tout ça machin sur Twitter, il y avait plein d'abonnés qui avaient la chance d'être en loge, ils m'ont envoyé des photos, le champagne il est bien frais là. Et j'étais là, c'est super. On y retrouve tout l'intérêt de faire des jauges du coup. Les mecs sont en train de s'entasser dans des loges à boire du champagne et des petits fours, c'est cool. Mais après, attention, tant qu'à faire, les 1000 pèlerins dehors, vous restez bien éloignés, une place de distance et masque carabiné. Le foot est en train de mourir à petit feu de toute façon. Donc, non, pour le coup, j'ai pas été supporter lyonnais sur ça, c'était la honte, vraiment fuck l'OL. Et du coup, juste parce que moi j'avais pas cité George, j'ai vu le chat en parler, il y a York encore une fois, c'est vrai qu'en ce moment, York en ce moment qui est très très bon. Moi je dis toujours à York, je dis pas à York. Ah, tu dis à York toi, il est bien français celui-là, s'il y en a bien qui est bien français et qui a pas un accent, je sais pas où, c'est bien lui. Je fais toujours des remixes sur les noms de joueurs. Et même si lui c'est une habitude, mais T'as planté une espèce de coup de casque à Jorge quand même. Ouais, Marquinhos aussi encore une fois, enfin le mec c'est... De toute façon on en parlera dans le débrief de PSG. C'est vrai que c'est impressionnant lui, tu vois quasi jamais personne le passer en 1 contre 1, il sauve tout. Ce mec-là est trop fort. En fait, c'est simple. Hein, t'as vraiment 2 joueurs là à l'heure actuelle au PSG qui sont à leur niveau. C'est Marquinhos et Mbappé. Hein, sinon, t'as personne d'autre. Ouais, non, mais Marquinhos, tu l'enlèves de derrière. Lui, oui. Au-dessus de tout, c'est sûr. Tiens, Bruce, garde la main. Il y avait un. En fait, il n'y a pas eu de match vraiment ouf à se mettre sous la dent ce week-end, mais il y avait quand même Nantes-Monaco. Justement, un de ces matchs un peu ternes qu'on a eu. 0-0. Et si après quelqu'un veut parler du changement d'entraîneur qu'il y a eu à Monaco, parce que je vous avoue que moi, pendant les vacances, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Kovac qui se fait sauter. Il n'y a personne qui a compris de toute façon. Non, mais on est d'accord, c'est complètement lunaire ce qui s'est passé à Monaco. Bruce, d'abord, ce Nantes-Monaco, tu l'as trouvé comment? Nantes qui n'a pas fait un incroyable match. Très vite, je me suis dit, bon,
si on bonne série de victoires, ce qui restait sur 4 victoires, toutes compétitions confondues, je me suis dit, vu ce Monaco-là, si on prend un point, ça serait, je pense, un bon point, parce que tu sentais que Monaco, ils étaient au-dessus sur ce match, ils étaient plus menaçants, ils se sont créés quand même plus d'occasions. Donc c'est un point que je prends. Bon, par exemple, il n'y a pas Simon, vu qu'il a la canne, etc. Et tu sens que pour percuter, est-ce qu'il y aurait pu avoir des espaces par moment, il aurait pu faire du bien. Donc voilà, de toute façon, il faut composer avec. C'est pareil pour tout le monde. Mais voilà, moi, honnêtement, c'est un point contre ce Monaco-là, je prends volontiers. En plus, Chouameni, encore une fois, il fait un boulot monstrueux en face. C'est vraiment très fort. Donc voilà, un point, je m'en satisfais pleinement. Et ouais, ils ont eu pas mal de pépins, ils ont eu des blessés. Ils ont même fini à 10, Monaco. Parce que pourtant, il y a 5 changements, mais il fait les 5 changements à 10 minutes de la fin. Et c'est Boadou, si je dis pas de conneries. D'ailleurs, Boadou, il en loupe une énorme. Il loupe un face-à-face énorme, heureusement. Je pensais qu'elle était dedans. Et l'arrêt de Nebel sur la frappe de Chirivella est pas mal aussi. Ouais. Voilà, pour moi, un match nul, pas mauvais à prendre pour Nantes, on va dire. Comme ça, tu continues cette série, tu perds pas. Et surtout que ce Monaco-là était pas mauvais. Pour moi, il était un peu au-dessus de Nantes. Surtout par rapport à Nantes, où l'année dernière, ça parlait relégation. Là, vous êtes à 30 points déjà. Ah ouais, non, bah là, on est confortable. C'est pas mal, hein. Ah oui. Une saison, t'es à 30 points, c'est propre. Pour la saison, c'est plutôt intéressant. Alors, donc, Monaco, qu'est-ce qui s'est passé, Quentin, en tout cas, c'est quoi les infos qu'on a eues, en tout cas, par rapport à ça? Qu'est-ce qui est ressorti, finalement? Moi, de ce que j'ai entendu, il paraît qu'en fait, apparemment, c'était un peu un ouf, Kovac, genre, il parlait super mal aux joueurs, genre... En fait, de ce que j'ai cru comprendre, déjà, les joueurs n'étaient pas au courant. Ils l'ont appris pour la plupart sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui... Okay. Il y a eu une espèce de mutinerie en interne, ça m'est bien, s'est passé, mais voilà, déjà les joueurs n'étaient pas au courant. Après coup, les joueurs ont commencé un petit peu à parler, et même Kovac, lors de l'adieu aux joueurs, Kovac s'est excusé auprès des joueurs d'avoir été très dur, parce que lui, c'était presque militaire en termes de discipline. C'est vrai qu'il parlait mal, et il était très exigeant, et c'était plutôt dur pour certains joueurs par rapport à ça. Et Kovac leur a expliqué que grosso modo, si j'étais aussi dur, c'est pour que vous progressiez, c'était pour votre bien. Et donc voilà, après bon, ils ont pris Clément, ou Clément, je sais pas trop comment on dit, mais plutôt Clément, qui est entraîneur à Bruges, donc on va voir. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop compris. On se rappelle tous du Monaco de deuxième partie de saison l'année dernière, qui enfonçait absolument toutes les équipes de Ligue 1 avec des victoires par minimum 2-3 buts d'écart. Cette année, on avait un petit peu plus de difficultés à revoir le Monaco aussi transcendant. Monaco, Lille-Lyon, ça a tiré la gueule. Bien exactement. Même s'il y avait des périodes où il y avait quand même du mieux. Mais personnellement, non, j'ai pas trop compris ce besoin de changer. Vouloir changer à tout prix d'entraîneur. Okay. C'est vrai que c'est quand même assez à la mode dès que quelque chose ne va pas de vouloir tirer sur l'entraîneur. Kovac, pour moi, faisait un bon travail avec des moyens qui ne sont pas toujours... optimal, j'ai envie de dire, parce que... Ça allait, là, non, mais ils ont investi un petit peu cet été. Ils ont beaucoup vendu déjà cet été. Parce que là, ils avaient ramené Boadu, Nubel. Oui, non, mais ils ont recruté. Ils sont censés être dans les places. Ils ont recruté, mais Ligue des Champions. Non, mais ce que je veux te dire, c'est pas des moyens financiers, c'est des moyens par rapport à ce qu'il a. Quand je vois qu'aujourd'hui Sidibé, par exemple, est encore titulaire. Du côté de Monaco, moi la défense, Badiachil, Disasi, j'ai beaucoup de difficultés. Il y a aussi... c'est pas plutôt Maripane c'est pas Maripane le titulaire? Il y a Maripane et il y a aussi le défenseur serbe, rappelez son nom. Quelque chose en Hitch. Qui a le même nom que l'ancien défenseur d'Angers. Putain, j'ai plus son nom, c'est terrible. Non, mais je vois lequel. Alors là, je l'ai pas. Bref, en tout cas, c'est Pavlovic, exactement. Mais voilà, je sais pas, je comprends pas et je comprendrai pas. En tout cas, le nouvel entraîneur a foutu Caio Henrique numéro 10, lui qui joue latéral gauche depuis 2 ans. Ça m'a fait rire. Et Caio Henrique, qui est un de mes chouchous, et quand tu le vois courir, tu as l'impression que le mec ne sait pas courir. Tu as l'impression que le mec ne sait pas faire un contrôle, et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et voilà, j'adore ce joueur qui a aucune dégaine, mais j'adore ce joueur. Ouais, c'est des genres un peu à part, un peu particulier. Autre fait marquant en tout cas de ce week-end qu'on peut noter, si on peut remettre le classement bien sûr, c'est la victoire de Nice sur Brest. Nice qui reprend donc la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain avec encore. Ils étaient à 10 avec l'expulsion de Morgan Schneiderlin. C'est ce qu'on disait, même des fois sans jouer incroyablement bien ce que tu veux, ils avancent au moins, tu vois. Et Marseille, c'est un peu pareil, même si à un moment, t'as le sentiment que ça se dessine pour eux, même si tu sens que personne n'est au-dessus, mais eux, en tout cas,
Ils prennent les points. Ils sont constants, c'est un peu ce que tu veux dire Et après, Marseille, c'est aussi parce que dans leur jeu, ils basent sur une grosse stabilité défensive. Ça fonctionne bien. Marseille, je crois, c'est une des meilleures défenses, voire la meilleure défense de Liga. Ils ont un nombre de clean sheets incroyable. Clean sheet. Paolo Lopez, putain, ils peuvent se permettre de jouer avec une défense très haute, avec un Paolo Lopez qui a une. Ils l'ont pas signé là d'ailleurs. Si, et qui a un superbe jeu au pied. Et tu comprends totalement pourquoi est-ce qu'ils l'ont pris pour remplacer Mandanda. C'était le bon moment. La transition semble assurée. T'es bien. Au final, tu regardes les recrues de cet été à l'OM. La plupart sont des réussites probantes. Saliba, Guendouzi, c'est une réussite. Under, c'est leur attaque, un de leurs atouts majeurs en attaque, celui qui fait le plus de différence. Et sur le but à Bordeaux, toutes ses touches sont parfaites, c'est phénoménal. Paolo Lopez, pour l'instant, ça fonctionne bien. Il y en a deux un petit peu plus en difficulté, peut-être Harit et Lirola. Ouais, bien sûr, tous ne sont pas. Mais Harit, il vient d'arriver. Harit, c'est. Oui, mais c'est une recrue quand même. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si en 4-5 mois, t'as pour l'instant, bien sûr, on va dire 60 ou 70% de ton recrutement qui sont des réussites sportives, je connais beaucoup de clubs qui seraient heureux d'avoir 70% de réussites sportives sur leur recrutement, tu vois. Donc c'est plutôt propre. Et Nice, pour le coup, Brest a beaucoup d'occasions sur ce match-là. Il y a encore le grand Walter Benitez qui a fait quelques travaux quand même. Mais sur très gros match de Benitez. Très gros match. Mais sur les quelques actions qu'ils ont, Nice, à chaque fois, ça tape. Dolberg, il arrive, il frappe en dehors de la surface, limpide, bam, ça rentre. Il y a un certain réalisme en fait du côté de Nice qui t'aide à gagner ce sur le but de Gouiri, ça recule trop. Et lui, il ajuste. Il se compte des mecs comme ça. Si tu recules comme ça, tu te fais ajuster, tu te fais détruire. Ouais, mais après, tu laisses un peu d'espace à un Mingouiri comme ça pour taper sur après Bruce, à ce moment-là, tu es à 11 contre 10, forcément, tu vas laisser des espaces et tout. Donc je pense que. Ok, il y a peut-être un dernier match dont il faut qu'on parle avant de parler de Lyon-PSG. C'est peut-être ce Lens-Rennes. T'en parlais tout à l'heure. En plus, toi, Zach, tu disais que toi, attention Rennais, parce qu'on s'était un petit peu extasié et finalement, tu voulais un peu climatiser tout le monde. En gros, moi, ce que j'avais dit il y a quelques semaines ici même, j'avais dit Rennes actuellement ils sont très bons, c'est propre, d'accord. Après un mauvais début de saison, ils sont très bien revenus, même collectivement c'était bien. Mais juste, fallait pas en faire des tonnes, d'accord. De la même manière qu'il y a 6 semaines, Genesio c'était pas Guardiola, maintenant c'est pas devenu le pire des nuls parce qu'ils ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs, tu vois. Fallait juste un petit peu de mesure. Et quand j'avais dit ça, on m'avait dit ouais, t'es un putain de rageux, machin. À l'heure actuelle, Rennes, ils ont souvent eu dans leur saison des séries comme ça qui étaient très fortes, comme ils ont fait en octobre-novembre. Et à l'heure actuelle, ils ont des séries moins fortes. Ça fait un peu comme Lens là, qui avait traversé, qui a commencé fort, là, qui a eu une période plus compliquée, et qui là a gagné 2 matchs coup sur coup contre Nice. Et là, ils ont perdu quasiment tous leurs gros matchs récents. Ils ont perdu Rennes, ils ont perdu Lens, ils ont perdu Lille, ils ont perdu Monaco, ils ont perdu contre Nancy. Alors pourtant, on pensait qu'ils étaient lancés, et voilà, donc ils n'allaient pas tout gagner, mais on les sentait bien dans le jeu, ils marquaient beaucoup de buts, ça déroulait. C'est vrai que d'un seul coup, la Ligue 1, c'est fou. Qu'est-ce que tu allais dire, Kanto? Attention à Lens, tu dis. Attention à Lens, parce que je trouve que leur système de jeu a évolué et pas forcément de la bonne manière. On se sert de moins en moins des latéraux. Frankowski a un coup de moins bien, et en tout cas, on le voit moins bien. Après, ça peut se comprendre un peu. Ça peut moins. C'est la passe D là encore. Klaus. Quoi, il joue plus. C'est Klaus. Il joue plus axial en ce moment? Qui? Frankowski? Lens, je parle. Lens, oui, ça joue beaucoup plus axial qu'avant, ouais. Alors que pour moi, ce qui faisait leur marque de fabrique, c'est qu'ils arrivaient sans arrêt à déborder. Cette manière d'écarter le jeu et tout, et de se projeter à plusieurs. Gérer les défenses, tout ça. Et là, je les trouve de plus en plus axial. Axial dans leur jeu. Et je me dis attention parce que leur système de jeu était empli de louanges parce que ça mettait en difficulté les défenses de Ligue 1, mais si on retombe dans un style de jeu un petit peu plus classique et connu de la Ligue 1, je sais pas si les résultats seront aussi positifs. Tu penses que genre ils utilisent trop Doucouré et Fofana, et donc du coup tout passe un peu trop par eux? Je crois que tout passe par le milieu, et j'aimerais que ça passe un peu. Enfin, j'aimerais, je m'en bats les couilles, mais mais pour leur bien, mais pour leur bien, je pense que ça serait mieux de continuer à essayer d'étirer au maximum en utilisant bien les côtés. Est-ce que Kanto, moi je veux juste rebondir 2 secondes, est-ce que c'est pas parce que leur jeu était un peu trop énergivore aussi? On l'avait dit ça ici. On disait que justement, un jeu comme ça, c'est ultra difficile de le tenir sur toute une saison. Surtout quand, enfin, je parle pas de l'effectif, mais je veux dire quand t'as limite 2 équipes types, tu peux le tenir ce jeu-là sur toute une saison. Mais quand t'en as une seule et que dès que t'as quelques éléments qui sortent un petit peu, un jeu comme ça, c'est dur à maintenir sur toute une saison. Non mais je sais, je sais. Mais je veux dire. Je pense que dans ce que tu dis, il y a du vrai, et que surtout à la suite de la mauvaise période qu'ils ont pu avoir, Francaise a voulu de suite réveiller un peu les troupes et changer quelque chose dans son dispositif, dans sa manière de jouer, pour ne pas venir s'enliser dans une série, dans une spirale hyper négative où finalement t'es un club, j'ai envie de dire en Ligue 1 assez nouveau, pas historiquement, mais vu que ça fait quand même, c'est la 2e saison où ils reviennent en Ligue 1, et je pense que Francaise savait qu'il fallait ne pas tomber dans cette spirale-là, et pour ça,
Il s'est peut-être dit que être un petit peu moins fou, écarter un petit peu moins pour avoir un petit peu plus de solidité défensive, être un petit peu plus compact dans l'axe, ça engendrerait beaucoup moins de risques pour cette équipe de Lens. Donc je pense que voilà, les ajustements tactiques viennent de là. Mais comme j'ai dit, attention quand même, parce que j'ai peur que ça soit un petit peu au détriment du jeu lensois qu'on pouvait connaître depuis cette saison, voire même la saison dernière. Il a peut-être voulu un peu stopper la spirale, vu que ça se passait moins bien. Il s'est dit, vas-y, on va revenir peut-être à quelque chose. Et au final, même si peut-être c'est un peu moins beau, au moins, pour la confiance, ils ont gagné 2 matchs importants. Là, bon, après ils savent le faire. Donc si jamais il faut revenir à un système qu'ils maîtrisent, on s'en fait pas trop pour eux. Allez, on va enchaîner avec le débrief de l'affiche de cette 20e journée. Ce Lyon-PSG, c'était hier. Un partout finalement. Alors Lyon a marqué. Pas de Messi, pas de victoire. Ah, c'est le nouveau pas de bras, pas de chocolat. C'est ça. Pas de Messi, pas de victoire. Je l'entends l'autre. C'est incroyable quand même ces mecs. C'est vrai hier. Non, alors, en même temps, il aurait été là s'il n'avait pas passé 2 semaines à aller en boîte de nuit. Ah, Ibiza. Il fait comme ses copains du PSG. Il me fume vraiment. Il a pris le pli. Alors Lyon a marqué très vite dans ce match-là. Le PSG lui a répondu très tard justement grâce à Thilo Kehrer. Messieurs, quelle est votre analyse sur ce match? Bruce, tu nous dis que sans Messi, c'est pas pareil, mais là c'est pas qu'une histoire de Messi. Clairement, du côté du PSG, il y avait personne. On est d'accord. Franchement, vraiment, pour être honnête, je me permets, mais les milieux du PSG, en tout cas ceux qui ont été, à part Verratti, qui en tout cas sur la fin a été bon, les milieux du PSG, il y en a, ils sont déjà sur un plan épargne-retraite. Puis Icardi et tout, autant faire jouer les jeunes. Vraiment, pareil. La différence que tu as vu quand les quelques jeunes ils sont rentrés, dans la dynamisme et dans les trucs, vraiment, il y avait des trous béants dans la défense lyonnaise, tu vois, qui, même si Lyon, je trouve, fait un match quand même correct, même en s'étant un peu renié dans les principes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'espace que tu pouvais exploiter par des dépassements de fonction. Par exemple, Lyon marque sur un but qui est totalement travaillé à l'entraînement, avec Paqueta, à savoir un milieu offensif qui fait Guimaraes, il le sait, il le voit par cœur. Oui, Guimaraes, elle est exceptionnelle. Mais là, les Paredes qui se traînent son spleen à 3 à l'heure tout le long, les Herrera qui est volontaire. Ils n'avaient pas envie de jouer. C'est pas terrible. Wijnaldum qui touche 10 ballons et Mbappé qui essaye d'avoir un peu le costume du sauveur. Franchement, j'ai pas aimé parce que même quand tu regardais sur les phases de relance parisienne, si on veut parler vraiment foot, tu regardes les phases de relance parisienne. Alors ok, ça a essayé de toucher des fois un petit milieu, mais si ça se faisait cadrer, ça essayait de passer sur les côtés. Mais les autres milieux derrière, c'était comme ça. Peu d'appels, peu de mouvements, rien. C'était d'une... C'est pour ça que la différence, elle s'est ressentie dès que tu as eu un petit peu des Michus, des gens comme ça qui sont rentrés et qui, eux, ont apporté un petit peu plus d'activité, un peu plus, ne serait-ce que... Ils avaient envie de jouer au football, en fait. Oui, un peu de la dalle, quoi, juste de la dalle. Ils avaient envie de jouer au football, voilà. Les mecs voulaient jouer au football et ils ont joué au football et ça a beaucoup mieux marché une fois que ces jeunes sont rentrés. Il y a une relance qui part de Cacré à un moment de derrière de Lyon, qui est incroyable. C'est dommage que Lyon, je trouve, ils ont reculé à un moment. Sur la fin, ils ont trop reculé, ça se sentait... Bon, après, peut-être que physiquement, je sais pas, c'est comme d'hab ce que tu veux. Et puis bon, tu te dis, tu mènes 1-0, il reste pas tant de temps que ça, donc tu essaies de tenir le score. Mais dès qu'ils ont commencé à trop reculer, Paris s'installait. Et c'est là où Paris, ils sont relous. On sait qu'avec des fois, avec pas grand-chose, ils trouvent la faille. Plus, c'est dommage parce que pour Lopez, en ce moment, il est quand même plutôt bon. Mais sur le but, il n'est pas irréprochable. Non, il n'est pas irréprochable sur le but. Après, la frappe, elle est un peu bâtarde. Elle est très, parce qu'il y a rebond. Mais honnêtement, un bon goal, il est censé, même lui, il doit s'en vouloir. Mais après, tranquille, ces derniers temps, il a fait des trucs, c'est comme ça. Il est pétri de chatte, Kehrer, sur sa frappe. Il arrive à la toper pour lober le défenseur. Surtout qu'avant, il t'envoie des vieilles passes en plus, il te met Paris dans la merde. Kehrer, à des moments, il t'a fait des... Surtout que Kehrer, moi, je suis sûr qu'il l'attend de sa frappe, mais je suis sûr que même lui, il est même pas convaincu qu'il va marquer, tu vois. Il y a aucune conviction dedans. Non, mais ouais, t'es d'accord avec cette analyse, toi, Kanto, de Zach, par rapport au milieu de terrain parisien qui avait l'air complètement à la rue? Je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, ce qui m'a plu par rapport, enfin, sans parler du milieu de terrain, moi, ce qui m'a plu déjà, c'est au niveau de l'identité de jeu des Lyonnais. J'ai la sensation que parfois, par moment, parce que ça a été très irrégulier tout le match, mais on avait quand même la volonté d'essayer de jouer au foot et de relancer propre du côté de l'OL. Et c'est pour ça que j'ai notamment parlé de cette relance du côté de Cacré, parce que c'est l'évolution du foot de toute façon, je pense, de prendre des risques dans la relance.
Et c'est quelque chose que j'ai un petit peu plus vu sur ce match-là, enfin en tout cas par moment. Sinon oui, pour revenir sur le milieu de terrain, Marco Verratti a surnagé, a montré que c'était peut-être le seul joueur à avoir le niveau pour faire des matchs assez pleins. En fin de match, il a été hyper précis. 77e, quand il est avec Cherki sur le côté, Cherki pousse le ballon, il pousse le ballon, et c'est Verratti qui au final vient tacler pour envoyer le ballon en corner. Ouais. Moi j'étais en train de repenser à ce que disait Daniel Riolo en disant que Verratti normalement est complètement charbon au bout de 60 minutes. Et là, je me suis dit, en fait, la 77e, quand même, il a tapé un gros sprint et il était encore là. Donc voilà. Après, moi, ce match-là, je l'ai trouvé bien plaisant. J'ai écouté après l'after concernant le match et j'avais la sensation de ne pas avoir vu le même match que tout le monde. Ils avaient dit quoi ? Que Paris était largement au-dessus de l'Olympique Lyonnais, que Lyon n'avait vraiment pas été stratosphérique, etc. Lyon n'a pas été stratosphérique, mais il y avait des choses travaillées. Willou le disait bien, mais les 6 mètres étaient une superbe arme parce que au moins sur les sorties de balles côté OL, tu sens que ça avait été travaillé. Le but. C'était un but fait sur tableau, tu vois. Ouais, clairement. Et ça s'est passé exactement comme ils avaient prévu. T'as eu plusieurs phases de jeu de l'Olympique Lyonnais où Paris était regroupé dans ses 22. Ils ont l'occasion avec Dembélé du 2-0. Après, il fait la passe en retrait, ça donne à Aouar. Si je veux être totalement honnête, Lyon, c'est au moins. Enfin, en tout cas, Peter Bosz s'est un peu trahi sur ses principes parce que là, pour le coup, Lyon a beaucoup plus attendu et a laissé la main mise sur le jeu à Paris. On n'a pas joué haut, on a joué un bloc médian un peu bas et Paris a dominé le match. Surtout dans les 30 dernières minutes, c'était pire et ça a été leur plus grande erreur. Là, quand ils ont commencé à faire ça, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, Lyon prenait un bouillon. Ça, il n'y a rien à dire. Genre, sur le match, Paris dans le jeu, en tout cas dans le ballon, avec le ballon domine. Mais après, pour le reste, Lyon a accepté ça et a joué autour de ça. Et par contre, en jouant autour de ça, c'était plutôt pas mal, tu vois. Mais pour le coup, par rapport à d'autres matchs de l'OL, des OL PSG, où des fois l'OL se présentait un peu plus conquérant avec le ballon et acceptait de jouer plus haut, même face à un Mbappé, dans certaines victoires qu'on pouvait retrouver en 2018, en 2019, c'était un peu mieux. Genre, ne serait-ce qu'au nombre de passes réalisées, tu vois la diff sur ça. À un moment, il y avait Lyon qui avait peut-être 2 fois moins de passes réalisées que Paris, avec un niveau de précision qui est moins élevé. Et ça témoigne d'un jeu un peu plus long et d'un jeu qui se veut beaucoup plus vertical, beaucoup plus direct. Bruce, question, est-ce que pour toi là c'est déjà très inquiétant parce que là on sort de la trêve. Non mais on sait qu'on est en permanence inquiété pour le Paris Saint-Germain. Non mais je veux dire, est-ce que là toi tu comptes vraiment ce match, cette performance pas non plus folle du PSG. C'est dans la droite lignée de ce qu'ils nous proposent. Ouais, c'est juste dans la lignée. Pour toi, il n'y a pas une alarme à rallumer encore en plus. L'alarme, elle a jamais été éteinte. Non, mais c'est ce que je te dis. Justement, on est constant là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore un truc que tu as envie d'ajouter par rapport à... Comme tu as dit tout à l'heure, il y a Mbappé, notamment grâce à ses qualités de vitesse et tout, qui souvent peut faire d'énormes différences et qui souvent a sauvé le PSG, notamment en Ligue 1. Et tu as Marquis derrière, qui souvent, on l'a vu hier sur des interventions. Je pense que s'il n'est pas là, c'est pas la même histoire encore une fois. Celle sur Cherki, notamment. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et dans le jeu, c'est toujours aussi catastrophique. À un moment, par exemple, aussi, c'est dommage que, t'as Icardi, machin, mais t'as Mbappé sur le côté, il tire un peu dans l'angle fermé, alors que s'il la met en une touche à Icardi très vite, ses pieds gauche, il peut le servir. Et Icardi, il aime bien ces ballons-là, même s'il n'est pas en confiance, ce que tu veux, tu vois, il y a ce genre de truc, des fois, le peu de fois... Il a un peu trop fait le sauveur hier. Mbappé un peu trop le... C'est aussi pour ça qu'en première mi-temps, il a touché 2 fois plus de ballons que Wijnaldum et Icardi. Après, Wijnaldum et Icardi, vaut mieux des fois pas leur passer le ballon vu ce qu'ils en font. Mais franchement, pour être honnête avec toi, genre, si tu veux être côté PSG, t'en tires 2 satisfactions à mon sens, c'est que sur tes cadres, ils ont répondu au niveau. Marquinhos au niveau, Navas au niveau, Verratti au niveau, Mbappé au niveau, même si je pense qu'il y a à redire quand même sur son match, même s'il n'a pas été mauvais non plus. Et côté OL, tu peux être content de voir que ce que tu as travaillé, ça a bien fonctionné. Frustré du classique égalisation dans les 15 dernières minutes. On est l'équipe de Ligue 1 qui, de très loin, a perdu le plus de points dans les 15 dernières minutes. Et content de l'état d'esprit qui était plutôt bon. Voilà, je dirais qu'il y a au moins eu un état d'esprit qui était propre et des jeunes qui ont rassuré. Le nul, pour moi, représente quand même assez bien la physionomie finale du match, parce que même si Paris met quelques poteaux, à l'inverse, Lyon rate également quelques situations, notamment un grand contre qui aurait pu mener à un but, le face-à-face de Dembélé et d'autres, tu vois. Non, mais moi, vraiment, les Icardi et tout, j'aurais tiré une croix dessus depuis un moment, je suis honnête. À la limite, je préfère voir les jeunes, des mecs, comme vous avez dit, qui ont la dalle, qui eux ont envie de jouer, qui vont être sérieux, ce que tu veux. Je préfère donner la chance carrément à ces jeunes-là que certains, là, pour le moment, Wijnaldum, de toute façon, j'ai l'impression que ça le fera pas non plus, tu le vois, je sais pas.
Enfin, je vois pas En comment. Ligue des Champions, il sera précieux, Wijnaldum. Moi, je prends un pari. Je sais pas. En Ligue des Champions. Franchement, je prends un pari. je vais être honnête avec toi, même s'il marque un but. Non, c'est même pas marqué. Hein. Dans le jeu, au-delà tu de marquer. reconnais pas. Dans le jeu, T'as l'impression que le ballon il lui brûle les pieds. Alors pourtant, on le voit avec les Pays-Bas, on l'a vu avec Liverpool. Normalement, c'est un joueur, tu peux combiner, tu peux faire des choses avec lui, 2-3 trucs. Et c'est un mec qui adore porter le ballon. Ouais. Mais comme si tu peux un peu quand même, Zach, avec les Pays-Bas et tout, tu le trouves facilement. Si. C'est un joueur entre les lignes, tu le trouves souvent, il fait des diffs quand même. Je dis pas qu'il a des Timberlands au pied. Pas à ce point-là. J'en parlais déjà cet été personnellement. J'avais dit Paris, ton grand milieu, c'est pas Wijnaldum. Genre, il apporte bien, il peut faire un peu de dépassement fonction, il peut scorer quelques buts importants. Le ballon lui brûle pas totalement les pieds, mais c'est pas non plus mais là, le milieu le plus fin qui là, tu vois le mec, t'as l'impression que c'est une chèvre. Il est baladé sur le terrain, il est pas installé. C'est jamais clair au milieu. T'as pas un milieu type. C'est aussi beaucoup ça. Je vais vous poser une question peut-être toute simple. Qui parmi les recrues, on est satisfait de quelle recrue au PSG? Hakimi, à l'heure actuelle, Donnarumma. Ouais, lui il est jeune, tranquille. De toute façon, on lui laisse le temps, mais oui, il fait des choses un peu offensivement. Hakimi, on a un peu frustré, il fait le boulot, mais on sait qu'offensivement et tout, il n'est pas assez trouvé. Des fois, il fait des appels, on le décale pas. On sait qu'il peut apporter beaucoup plus. Ramos, bon, lui, c'est des blessures. Tu peux dire Donnarumma. Oui, le gardien, mais ça, c'est des postes un peu différents, tu vois, au goal. Mais je veux dire, dans le jeu, que ce soit Wijnaldum, même Messi, etc., pourtant, on peut combiner avec Messi, mais même souvent on reste un peu sur notre fin, même si sur les derniers matchs on a vu quand même quelques trucs et tout. Hakimi, on le dit, on le trouve pas assez. Wijnaldum, on est ultra déçu, machin. Hakimi, là tu vas pas trop le trouver. Comme quoi, c'est pas si évident que ça de trouver sa place aussi en cette équipe, même pour des soi-disant gros joueurs. C'est étrange quand même. Je sais pas. C'est vrai que moi je suis d'accord avec toi sur un truc. C'est vrai que les joueurs, au bout d'un moment dans ton système de jeu, ça devient vraiment compliqué de jouer avec des joueurs qui peuvent se permettre que de toucher 8 ballons dans le match à la Icardi ou alors des Wijnaldum. Et on a vu une différence énorme entre tes vieux, entre guillemets, plus expérimentés, payés une fortune, et tes petits jeunes qui sont très volontaires et qui peuvent apporter un truc. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'Edouard Michu et Xavi Simons soient titulaires tout de suite dans le PSG. En tout cas, ils méritent de plus jouer que des Icardi, etc. La vérité. Avoir au fur et à mesure du temps de jeu, je pense que c'est quelque chose qui est positif. Et on l'a vu, le Edouard Michu, il rentre, le mec, c'est Yop et bonbon qui pique toute la journée. C'est un gamin de 17 ans bien vif qui a envie de jouer au football. Alors que pour le reste, on a, ils traînent leur spleen et d'autres qui font footballeurs professionnels alors que c'est pas des amis du ballon. Bon, après tu vas me dire que dans ce sport t'as pas toujours besoin de l'être. Franchement, je pense que ces jeunes peuvent apporter quelque chose de bien. Et côté OL, tu te ressors avec un match nul qui est pas le plus frustrant non plus, même si ça peut être un petit peu relou, et des promesses dans l'état d'esprit qui doivent enfin donner des points. Genre là, l'OL, t'as 2 matchs qui sont abordables que tu dois absolument gagner, t'as plus le choix, t'as perdu trop de points, là ça fait 5 matchs avec. Mais ils vont trouver le moyen d'en choke un, on sait pas comment. Ensuite, en février, t'as un calendrier de 6 matchs où t'en as 5 qui sont assez difficiles. Et par contre, derrière, qu'est-ce que tu as? Tu as une dizaine de matchs qui sont bien plus abordables pour la plupart, pas tous, et où tu peux peut-être essayer de faire une fin de saison en trombe. Mais pour ça, il va falloir prendre des recrues. Parce que l'OL, quand tu regardes hier le niveau de Moussa Dembélé, même si sur certaines phases c'était plutôt pas mal, mais Moussa Dembélé, tu peux pas continuer à jouer avec un mec. Azmoun, là, ils vont pas le prendre au final. Mais gros, ça fait 2 mois que mais ce mec, Vincent Ponceau, toutes les 1 heure. Et si je rajoute 5 €? Et si je rajoute 10 €, c'est bon? Et si je rajoute 15 €, c'est bon? Là encore, ça vaut ce que ça vaut, mais info foot mercato, l'OL propose 4 millions, le Zénith en vaut 5. Mais dans l'urgence dans laquelle t'es d'avoir un numéro 9, je dis pas qu'Azmoun va être le Messi qui va tout transformer. Je dis pas, je l'ai pas assez vu dans ma vie, j'ai vu que 2-3 matchs de sa part. Mais au moins tu cibles une zone où tu as besoin de quelqu'un, d'un attaquant qui puisse être efficace, qui sait jouer à 2 attaquants. En plus, il a fait à côté de Djouba et qui aussi envoie un lot de statistiques qui est bien. Moussa Dembélé, quand il est en confiance, on l'a vu en début de saison, c'est propre. Mais Moussa Dembélé, t'as l'impression que pour qu'il soit en confiance, il faut qu'il court toute la route de 66 aux États-Unis. Ça rend fou. Quand il n'est pas en confiance, c'est Timberlandsman, mais quand il est en confiance, ça va un petit peu mieux. Et hier, par exemple, à la 85e, il y a une transmission à faire toute simple pour Cherki. On t'entend plus. Ouais, il y a une transmission. Je sais pas pourquoi mon micro il marche. Est-ce qu'on peut le changer peut-être son micro? On va changer le boîtier du coup. Parce que je le bouge pas et vous me dites que d'un coup, c'est pas le micro qui buguait des fois qu'on changeait à chaque fois. Il y en a un qui bug, je crois. Ouais, c'est le micro qui bug. Il y a les fauteuils à acheter, il y a les chaises aussi. qui descendent. J'allais juste poser une dernière question avant qu'on enchaîne avec le sujet de la semaine. Voilà. on va changer. Merci Webedia. On va voir si. Et voir un ailier, mais je pense que Lyon peut faire une bonne deuxième partie de saison si t'arrives à recruter.
Ah, on t'entend pas, Zach. On t'entend pas, ouais, en fait. On t'entend pas. Hein, ça après, on peut parler entre nous, Zach. T'as vu, t'es le sang, on peut discuter, mais. C'est con parce que je voulais poser une dernière question peut-être avant d'avancer, mais hier j'ai aperçu Jeffrey Adélaïde. C'est vrai qu'il est revenu du côté de l'OL du coup, mais j'ai pas trop compris. Du coup, il joue pas. Il l'aime beaucoup, je crois en plus. De quoi? Lionel l'aime beaucoup. C'est un vrai Lyonnais. Il embrasse. Non, mais je sais justement. Il embrasse les cuissons sans arrêt. Mais il est comme ça. Justement, vu que c'était un peu compliqué, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Un attaquant et un ailier. Au-delà de l'attaquant et l'ailier, Jeffrey Adélaïde va te faire un apport au milieu. Ah, il va jouer quand même. Quand t'as dit va te faire, j'ai cru que t'allais dire Jeffrey Adélaïde va te faire. Va te faire foutre. Ouais, c'est ça. Sérieusement, il va te ramener un petit apport au milieu. Il revient d'une blessure qui est son deuxième croisé à l'autre genou, donc au moins il est en double genou. Il est en double genou. C'est bon, je l'ai démuté. C'est bon, ok. Je l'ai démuté. Il est en double genou de. T'inquiète, je suis là pour fluidifier l'émission. Non, il va juste revenir. C'est juste qu'il devait revenir en novembre et qu'il a rechuté un mois. Ah d'accord. Et donc là, à l'heure actuelle, il est sur la fin de sa rééducation et c'est plutôt pas mal parce que l'OL dans ces milieux manque aussi d'un mec qui est capable de marquer un petit peu, de scorer, de percuter. Genre Cacré, c'est très bien, Guimarães, c'est très bien, on l'a vu les apports qu'ils peuvent avoir, mais c'est pas des mecs qui te statent un petit peu. Et alors qu'un Jeffrey Adélaïde, depuis qu'il avait été replacé relayeur, c'est mieux. Donc pourquoi pas. Bon, allez, on referme la page Ligue 1, on avance. Et d'abord, question freebet qu'on vous pose. En plus, la question, c'est bien, elle est complètement en rapport avec notre sujet de la semaine. Quel est l'âge de Zlatan Ibrahimovic? Voilà. Il faut répondre sur le chat, bien sûr. Et je vous rappelle, comme d'habitude, ce week-end. Tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Comme je le fais à chaque fois, que bien sûr, si vous voulez participer à l'émission et venir avec nous en vocal, c'est super simple. Vous faites un petit message, un petit DM à la page hors-jeu Twitch sur Twitter. Et il y a Juano Bengus qui vous répond. En plus, Juano Bengus, il a pris des vacances là aujourd'hui. Oh la fraude. Voilà. Il est allé où? Très très grosse fraude à l'école. Par rapport à l'émission, je parle bien sûr. Mais Juano, on en a marre. C'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. Juano, il a 40 ans. Mais Juano, là, il est à la plage là. Il est là, il va encore à l'école. Sur le sable, là, en train de piloter l'émission de l'autre bout. Juano, il était en CP avec Ibrahimovic et le gars, il est toujours à l'école. On en peut plus, frère. À un moment, faut passer à autre chose. Grandis, gros. On parle d'âge justement. C'est parti pour le sujet de la semaine. Jingle. Moi, tu me parles pas d'âge. Bon, les amis, justement, Bruce, c'est vrai que c'est beaucoup Zlatan qui m'a inspiré ce sujet de la parler de moi et mon âge. Non, non, ça va, toi, t'es dans la force de l'âge, toi. Oh, bah, écoute, tu connais. Il te reste encore plein d'années, toi, pour distiller de bons ballons. Non, j'allais dire, oui, c'est Zlatan un petit peu qui m'a inspiré ce sujet de la semaine, et pas que, parce qu'on en a plein des exemples. Est-ce qu'on est en train, dans le foot, de repousser vraiment les limites de l'âge? Parce que c'est vrai que, je sais pas à quel âge chacun a commencé à regarder le foot, mais moi, je sais qu'avec Bruce, on est plutôt de la même génération, et quand on regardait, tu me dis si je me trompe, Bruce, mais dès qu'un joueur commençait à avoir 30, 31, 32, 33, on commençait à dire « Ah, il approche de la fin de sa carrière ». Là, aujourd'hui, quand on voit des Cristiano Ronaldo, quand on voit des Thiago Silva, des Zlatan Ibrahimovic, on peut même citer Hilton. Ça dépend en braque. Non, mais je veux dire, les Maldini, ces mecs-là, il y en a, ils ont duré. Bien sûr, mais souviens-toi, Bruce, à l'époque, t'avais pas des mecs à 37 ans, 38 ans, 40 ans. En Italie, souvent. Ouais, mais ils ont toujours eu ce truc pour les petits. Pas partout. Costa Curta s'est arrêté à 40 ans. Tout ça, en Italie, souvent, les mecs, ils durent très longtemps. Ils ont pas. Là-bas, ça dure un peu plus longtemps. Ouais. Après, je veux dire peut-être continuer au niveau. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est ça vraiment la question d'aujourd'hui. Maldini, à 39 ans, il te sortait des matchs en Ligue des Champions en tant que latéral ou il faisait des masterclass en Ligue des Champions. Mais le débat concrètement, c'est pour vous, est-ce que là, aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller vers un foot où on peut imaginer des perspectives avec des joueurs qui, à 40 ans, sont encore performants? Justement, c'est la question, vous allez débattre. Bruce dit oui et non, Zach dit oui. Non, moi je dis non, j'ai rien dit déjà. T'as dit ouais. Non, en gros, je voulais juste te dire, récemment, j'ai revu pas mal d'images de matchs de l'époque. C'était très agréable. C'était autre chose. C'était très agréable à regarder, mais surtout quand tu regardes avec ton œil d'actuel, tu vois tous les défauts qu'il y avait à l'époque, ne serait-ce que sur des placements de ligne défensive, t'avais des trucs qui étaient aberrants, des ressorties de balles, et surtout dans l'intensité. Sur la génération d'avant? Sur la génération d'avant. C'est pire maintenant. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, techniquement, ils avaient beaucoup plus de temps et d'espace pour pouvoir évoluer. Donc, tu avais des mecs qui avaient une créativité et une patte et une touche technique que peut-être tu trouves beaucoup moins maintenant. Je te parle juste sur des principes purement tactiques. Tu voyais des lignes défensives qui étaient à 15 mètres de ses buts avec 60 mètres avec le milieu, alors que à la ligne du milieu central, il y a hors-jeu, donc ça n'a juste aucun sens de se placer comme ça. Rien que ça, c'est un non-sens tactique qu'à l'heure actuelle, nous on regarde ça, on est là, what the fuck. Il y a 15 ans, ça leur paraissait normal, tu vois. Et sur des sorties de balles, pareil, il y avait, je crois, c'est Raphaël Cosmidis, il en parlait, il disait que
les équipes de Guardiola arrivées en 2008-2009, elles ont révolutionné la manière dont les sorties de balles ont été faites. Même si Guardiola n'a pas révolutionné les sorties de balles, la Volpe le faisait déjà un petit peu avant en 2005, et il y avait des Reynaldinho, etc., qui parlaient beaucoup des sorties de balles et de leur importance, mais lui, il l'a porté à un tout autre niveau, et même dans les grandes équipes de l'époque, tu voyais des sorties de balles, des choses qui étaient aberrantes, tu vois. Et en gros, qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est qu'à l'époque, le foot, en tout cas j'en avais le sentiment, j'ai pas forcément la vérité générale, je trouvais que c'était beaucoup moins dans ce pressing constant, dans ce besoin de double intensité tout le temps, et dans cette grande bataille constante que c'est à l'heure actuelle le foot de haut niveau. Mais paradoxalement, à côté, on a évolué sur tous les programmes d'entraînement, les trucs de scientifiques, la bouffe, la nutrition, les staffs, etc. Donc à l'heure actuelle, je trouve que physiquement, on a un foot qui est beaucoup plus demandant, mais paradoxalement, à côté, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que ça continue plus longtemps. Donc, in fine, oui, je pense qu'on va voir des joueurs qui peuvent rester encore plus longtemps qu'à l'époque, malgré que le foot demande plus. Mais ces joueurs-là, les mentalités tu sais que mais tu sais que tu leur demanderas moins de choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Genre ces joueurs-là, tu sais que tu leur demanderas beaucoup de moins de choses aussi. Donc, voilà. Bruce, alors toi, t'étais un peu dubitatif. Ouais, moi, je pense que oui, sur ça, ça a évolué, mais on le voit, notamment avec des jeunes joueurs, je pense que le sérieux, c'est un peu perdu. C'est aussi peut-être dû, parce que c'est une génération maintenant avec les réseaux sociaux, il y a tellement plus de choses pour se disperser, voilà, il y a plein de trucs autour. Et même, je dis pas qu'à l'époque, il n'y avait rien, mais c'est aussi pour ça qu'il y en a qui duraient. Et je pense que c'est pour ça qu'un Zlatan, par exemple, un Cristiano, tu vois, ce genre de joueur, il dure très longtemps aujourd'hui, parce que les mecs, ils vivent aussi pour le foot d'une certaine manière, ils prennent soin de leur corps. Mais maintenant, on voit énormément de jeunes, de mecs à 25, 26 ans. Alors, par exemple, tu vois un Hazard, tu vois un Neymar. Des mecs, ils ont 30 ans. Ou Hazard, il a 31, peut-être. Il a 30, un peu plus de 30, Hazard, je crois. T'as l'impression qu'ils ont 40 piges, les mecs. Non, mais ils prennent moins soin de leur corps qu'un Ibra ou qu'un Cristiano. Donc, c'est en ce sens que je veux dire ça. Et je pense que Djokovic. Eux, ça a été un peu le basculement de cette génération. Donc, je pense, certains, il y en aura toujours qui seront sérieux, mais dans l'ensemble, ça sera moins le cas. Voilà mon avis. Et après, il y a autre chose aussi qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de matchs. Donc les mecs vont se péter de plus en plus. Et donc si tu mets tout ça bout à bout, le rythme aussi est plus effréné qu'avant. C'est vrai qu'avant, ça pressait un peu moins. Pour moi, regarde Pedri. Pour moi, défensivement et tactiquement, c'est mon avis, hein. Les mecs étaient plus intelligents et plus forts défensivement, il y avait moins d'erreurs. C'est mon ressenti avant. Maintenant, je vois des trucs, des fois, ça me dépasse. Mais peut-être parce que ça va un peu plus vite, donc ça pousse à l'erreur. Ça, c'est possible aussi. Mais le rythme fait que, vu que ça va plus vite, il y a plus de matchs, il y a un peu moins de sérieux. Les mecs sont peut-être un peu moins focus de manière générale sur le foot. Je pense que, bizarrement, ça vieillira peut-être moins bien. Après, à l'époque, tu avais des Ronny cramés à 30 ans et tu avais Zidane qui fait sa retraite à 34. Après, les Brésiliens, c'est différent. Ouais, je veux bien, mais c'est pour ça que je te disais qu'à l'époque, ils étaient pleins. C'était peut-être un peu plus tôt, tu vois. Les Brésiliens, tu vois, Adriano, Robinho, même R9, c'est différent, les Brésiliens. Tous, ils aimaient. Même Neymar, il y a pas longtemps, il parlait de s'arrêter après la prochaine Coupe du Monde. Donc les Brésiliens, c'est quand même complètement. Mais à l'époque aussi, c'était connu qu'il y avait pas mal de joueurs qui fumaient des clopes. À l'heure actuelle, bien sûr, je dis pas que ça s'est assaini. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, à l'époque, c'est pas forcément le plus sérieux. Des Aldini, des Totti, des Aldini, des Zanetti, des Maldini, des Totti. Tu sais, il y en avait plein de joueurs comme ça. Là, tu peux en citer plein, en vrai, de cette génération qui ont duré très longtemps. Tu vois, même les buteurs, tu vois, tout ce qui est Inzaghi, etc. J'en parlais, il y en avait plein en Serie A qui duraient très longtemps. Ce que tu veux. Il y en aura quelques-uns, mais regarde Cristiano ou Ibrahimovic, c'est pour ça que ça nous choque. On se dit, putain, les mecs, ils arrivent encore à cet âge-là et tout, mais à l'époque, ça nous choquait peut-être. Moi, ça me choquait un peu moins. Je trouvais aujourd'hui, ça me choque de voir maintenant, avec le foot de maintenant, les conditions de maintenant et tout, les mecs continuent à être performants à cet âge-là. Là, il y a eu pas mal d'arguments, mais pour toi, est-ce que tu as l'impression vraiment que finalement, on peut justement obtenir un foot qui te permet d'aller bien plus loin dans le temps? Limite, voir un joueur à 42 ans être encore... Il va nous sortir. Oh là là, le Kanto. Voir un joueur à 42 ans être encore performant en Ligue des Champions. Non, mais déjà, par rapport à cette question, sommes-nous en train de repousser les limites de l'âge? J'ai envie de te dire oui et non, parce que déjà, comme l'a dit Bruce, c'est inhérent à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des joueurs qui, depuis 20 ans, sont sans arrêt en train de se péter, parce que les mecs fument, mais ça, c'est pas grave, ça est déjà arrivé dans le passé, mais parce que les mecs ont des hygiènes de vie de merde, parce que les mecs se couchent tard, parce que les mecs ne mangent pas correctement, parce que, etc., etc.
Il y a une chose qui est vraie aujourd'hui, c'est que par rapport à la médecine, et c'est pour ça que Zach en a parlé, aujourd'hui, par rapport à la récupération, tu as tout ce qui est cryothérapie, tu vas avoir les électrodes, tu vas avoir des kinés, tu vas avoir des ostéopathes, tu vas avoir les bottes, par exemple, qui se gonflent et qui se dégonflent, tu vas avoir 1 million de processus de médecine qui vont faire que tu vas pouvoir récupérer de tes blessures plus vite et tu vas pouvoir surtout entretenir ton corps de la meilleure des manières. À côté de ça, il y a des professionnels aussi dans les clubs qui aujourd'hui accompagnent les joueurs. Et Zach en a parlé aussi, diététicien, nutritionniste. Tu vas avoir des coachs mentaux, des psychologues, parce que la psychologie, ça fait aussi partie de la longévité. Si un joueur est complètement cramé dans sa tête parce qu'il a du mal à subir les critiques, et ben, c'est un joueur qui va durer beaucoup moins longtemps qu'un mec qui est costaud mentalement. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Zlatan, par exemple, est encore là, parce que le mec a un mental d'acier, alors que si tu es friable psychologiquement, tu vas t'arrêter beaucoup plus tôt. Du coup, forcément, il y a de plus en plus de joueurs qui vont aller vers un âge de plus en plus tardif. Pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui vont s'entretenir et ont les moyens de s'entretenir beaucoup plus qu'avant. Et parce qu'il y a aussi peut-être un aspect, pour moi, un aspect financier de sponsoring et professionnel différent d'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des salaires qui sont de plus en plus élevés et des joueurs qui ont des responsabilités de plus en plus élevées et forcément des impératifs, et je ne parle pas pour tous les joueurs. Mais à chaque fois que quelqu'un va parler plus de 30 secondes, vous allez dire tu parles beaucoup machallah ou Non mais tout à l'heure Zach a parlé, il y a quelqu'un qui a écrit tu parles beaucoup, je parle, tu parles beaucoup, mais si vous voulez une émission en fait, mais Kanto, il y en a passé 3 mots, ils sont dépassés. Il y en a, gros, c'est la génération concentration 30 secondes TikTok, si t'as pas fini en 4 phrases, gros, c'est... Allez vers la meuf qui casse tout là, il me cassait pas les couilles à moi, sérieux. Kanto, dans ce que tu dis, c'est ce que je disais avant aussi, il faut surtout pas, pour moi, c'est pas que les joueurs ont une durée de vie. Mais un peu, tu peux faire un rapport peut-être nombre de matchs pour la durée de vie. Le rythme maintenant et le nombre de compétitions avec les Coupes du Monde, les Euros, les Cannes, les Copas, toutes les autres compétitions qui vont créer autour. Ils ont de plus en plus de matchs. Tu as une durée de vie, ils le disent les entraîneurs. Tu tues les joueurs. Donc c'est mathématique. Mbappé l'a dit notamment. Les mecs arrivés à un certain âge, ils seront plus vieux que la génération d'avant dans leur corps parce qu'ils auront fait un tiers de match en plus peut-être, tu vois, et s'il faut la moitié de plus. Mbappé l'a dit quand on lui a parlé de la nouvelle réforme de la Coupe du Monde, il a dit on joue déjà énormément de matchs, si tu veux de la qualité et pas des joueurs qui sont pétés sans arrêt, il va falloir quand même limiter ce nombre de matchs. Mais du coup voilà, cette question, je pense que oui c'est naturel de repousser les limites de l'âge parce que c'est comme en termes de santé, l'espérance de vie est beaucoup plus longue qu'avant, donc forcément l'espérance de vie d'un sportif est beaucoup plus longue, mais après il y a plein de facteurs qui vont jouer là-dedans, donc voilà, c'est pour ça que c'est une réponse où je pense que quoi qu'il arrive la réponse est oui. Mais ça va dépendre vraiment du cas par cas. Quoi. Ouais, moi, c'est entre ce que le foot demande à l'heure actuelle, le rythme et tout, et l'évolution des technos. Je pense que c'est un petit peu chaud. Ouais. Bruce, toi, t'as pas envie de. Non, mais je pense que typiquement, les Neymar, Hazard et tout, c'est un petit peu le truc. Voilà, mais quand tu vois des Thiago Silva, enfin, je veux dire, tu vois des mecs comme ça. C'est l'ancien truc un peu. Mais non, mais je veux dire, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que. Thiago, je le vois quand même comme quelqu'un d'assez sérieux, je pense. Oui, en tout cas, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout ce que Zach et Kanto ont dit. Et c'est un défenseur. Non, bien sûr. On sait que des fois, tu peux quand même durer plus longtemps. Ça dépend des postes. Les attaquants, les ailiers. Les joueurs de côté, tu trinques beaucoup plus que tu as tendance à faire. C'est sûr, mais après, tu as une certaine intelligence de jeu qui te permet parfois de te repositionner. Tout. Alves. Tu vois, voilà. Regarde, voilà, c'est un exemple que je voulais citer aussi. Dani Alves, c'est incroyable. Mais après, le mec revient au Barça. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, tu te rends compte qu'avec les programmes d'entraînement, comme l'a dit Kanto, avec tout ce que tu peux faire d'un point de vue médicinal et avec une hygiène de vie, justement, qui est irréprochable, si tu arrives à combiner tout ça. Non, mais si tu arrives à combiner tout ça, à un moment donné, en fait, je me dis. Pourquoi pas? Tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as la capacité de le faire. Le joueur le veuille, bien sûr. Mais je veux dire, si les joueurs sont conscients que tu peux aller beaucoup plus loin et qu'ils ont envie de durer dans le temps, et en fait, tu as les moyens techniques, tu as les moyens physiques pour le faire. Regarde, moi, je dirais juste que sur les exemples que tu apportes, tu peux trouver des contre-exemples assez faciles de l'époque aussi, tu vois. Genre, je pense que ce serait intéressant d'avoir un rapport chiffré du nombre de joueurs évoluant dans des grands clubs entre 37 et 40 ans, il y a 15 ans versus maintenant. Là, ce serait du chiffre factuel. En fait, et deuxième point de ce que je veux dire, c'est trop drôle comment Hazard et Neymar, c'est devenu dans le débat public les finito à 30 ans. C'est horrible. Après, c'est ta faute. Oui, même avant 30 ans. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Braque d'abord, c'est que quand tu as envie de durer dans le sport aujourd'hui, et on le voit par A plus B, que quand tu as une bonne hygiène de vie,
même si c'est pas le cas pour tout le monde, tu peux durer. Si on prend l'exemple LeBron James en NBA, quel âge, 36 je crois, un truc 37. comme ça. Lui c'est Cristiano 36, Ronaldo 36, du 37, foot. hygiène de vie parfaite. Et pourtant le mec, on parle d'un mec qui dépasse les 100 kilos. Il tape que des plus de 30 points ces derniers temps. Mais tout ça pour te dire que c'est quand même une carcasse, le mec, avec un poids à porter. T'as les chevilles, les genoux qui morfent comme jamais. Et à 37 piges, il fait encore partie des meilleurs. Et la deuxième chose où je veux rebondir sur ce qu'a dit Zach, par rapport à l'époque et par rapport à maintenant, il y a aussi le facteur chance. On sait que le corps humain, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du corps humain. Certains vont avoir des problèmes physiques sans pourtant le demander. Tu vas avoir des joueurs qui vont être très fragiles musculairement alors qu'ils auront fait tout ce qui est possible pour entretenir leurs muscles, avoir une bonne hygiène de vie. Tu vas avoir des joueurs qui vont être plus faibles au niveau osseux. Tu vas avoir des... Voilà, l'humain n'est pas égal par rapport à la maladie. C'est beaucoup dans la tête. On le voit tête, avec le Covid, on le voit malheureusement sur avec les cancers, etc. Certaines personnes ont eu une hygiène de vie irréprochable tout au long de leur existence et finalement n'ont pas de chance. Et c'est valable pour le sport. Mais il y en a un qui a dit un truc très intéressant dans le chat et c'est vrai que c'était un point qui est assez cool. Il a dit ça dépend aussi à l'âge à laquelle tu commences ta carrière. Alors il y en a qui commencent dans le très haut niveau à 16-17 ans et à 30-31 ça t'a fait 15 ans de carrière et même si t'as été sérieux tout le long tu peux commencer à tirer la gueule après 15 ans de carrière. C'est pour ça que je pense que t'as une durée de vie avec le nombre de matchs que tu bien sûr, je pense à des mecs qui vont quand même évoluer dans le haut niveau mais des Cesc Fabregas, des Wayne Rooney, des mecs qui ont commencé très tôt et bien sûr, je dis pas à 31 ans c'était finito, ça a quand même joué encore dans des gros clubs, tu vois, mais il y a eu une évolution dans leur jeu et les mecs ont progressivement, tu vois. Mais c'est là où l'intelligence de jeu elle rentre en compte, parce qu'il y en a, ils évoluent dans leur jeu, ils ont plus les mêmes capacités physiques, ils jouaient sur le côté, ils ont plus le coffre pour faire les allers-retours, du coup ils jouent dans l'axe. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça prend beaucoup l'exemple de Modric, etc., ou même un Benzema. Mais Modric c'est incroyable à son âge aujourd'hui. Non, mais c'est parce que c'est des mecs qui sont intelligents. Oui, mais ils savent quand faut faire les efforts, ils dépendent pas que de la vitesse et ils sont intelligents, ils sont sérieux, et ils vont pas courir pour rien. C'est des mecs, ils ont une science du jeu, ils vont pas faire des efforts inutiles. Ouais, mais ça, après, ça, tu l'acquiers avec l'expérience aussi derrière, avec le nombre de matchs que tu as avec. Benzema, on sait que son hygiène de vie, elle est incroyable. C'est pour ça que le mec, t'as l'impression, il a jamais été aussi fort que maintenant. Il a 34 quand t'as une bonne hygiène de vie et qu'en plus de ça, t'as de la chance que ton corps ne te lâche pas. Forcément, après, ça faut dure. Le cerveau et la qualité technique. Quand t'es fort aussi. T'as des contre-exemples. Faut être fort au foot quand même. Les mecs qui durent, c'est comme moi. Je te vanne. Les Iniesta et tout, non mais c'est les mecs qui ont le plus de facilité. Mais si tu prends des exemples, à mon avis, Diaby, Gourcuff par exemple, des mecs qui ont été pétés dans leur carrière. Alors eux, ils ont bénéficié de la médecine, des dernières technologies. Et je pense qu'à force de se péter, si les mecs à chaque fois travaillent pendant 6 mois pour jouer 2 matchs et se repéter, je pense qu'ils sont absolument... j'ai perdu le mot, bref, mais qu'en tout cas les mecs ont une bonne hygiène de vie parce que tu peux pas essayer de revenir et de te péter sans arrêt si à côté tu fais de la merde. Les mecs doivent mettre toutes les cartes de leur côté et malheureusement ça ne marche pas et du coup voilà, c'est pour ça que là c'est pareil, c'est du cas par cas et tout le monde n'a pas la même chance. Bon, en tout cas non, c'était un débat plaisant, merci les gars, parce que franchement il y a eu plein de choses intéressantes de dites et puis on verra, hein. On espère qu'on sera là dans les prochaines années pour voir jusqu'où est-ce qu'on pourra aller en termes d'âge. Oui. Par exemple, je suis un peu plus vieux que Kanto. Sur un terrain de foot, tu crois que c'est moi le plus en forme. Encore ça va, je galope quand même. D'ailleurs, Kanto, pour le faire galoper, faut lui tendre une bière. C'est comme la carotte à un âne. Crois-moi qu'il galope. Hein. Alors là, prime de match, un triplé égale 2 ponches coco. À l'agro, t'as le meilleur buteur de Ligue 1. Non, mais tu me mets un truc au genou, tu me dis sur 1 heure de 5, 1 kilomètre parcouru, c'est un verre de rhum coca. Je peux te dire que je trouve un clébard, je lui attache au clébard le truc. Il fait sa sélection. Non mais d'ailleurs, il faudra qu'on s'organise un petit five, je pense, avec la team Orge. Je sais pas quand, mais il faut absolument qu'on s'en fasse un. On le film comme on avait fait à l'époque, la chaîne. Il faut qu'on voit pour faire ça. On va ressortir Oliver Zach. Oui, mais faudrait qu'on défie une équipe, qu'on fasse un truc. On va faire ça. Alors, on avance, encore des free bets à gagner. Ça va s'afficher bien sûr en dessous de l'écran. Question sur la CAN cette fois-ci, mais la CAN 2019 sur la dernière finale entre l'Algérie et le Sénégal, bien sûr, où monsieur l'arbitre n'avait pas sifflé ce penalty évident pour le Sénégal, ce qui a permis à l'Algérie de s'imposer. Voilà, question, qui a marqué l'unique but de la CAN 2019 Sénégal. Tu ne serais pas sénégalais à tout hasard? Un petit peu, je suis sénégalois plus précisément.
mais c'est vrai. Je suis sénégalois. Elle est belle celle-là. C'est connu. Non mais oui, tout à fait. Et puis non, je suis pas très content de mon Sénégal, Bruce. D'ailleurs, on va en parler tout de suite là. De la CAN, on ouvre notre page. Le caméraman faut en parler aussi. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me filait la gerbe, le ballon ça le suit pas, ça tremblait, ça bougeait. Ah, ça me filait. Bah, après, bon, bah, tu connais. Ah non, mais là ce match ça m'a mis mal. Ah ouais. La bonne réponse a été donnée. Alors, on aura bien sûr des intervenants avec nous qui vont venir nous parler de la CAN. Jolie couleur, hein. Merci la régie. Messieurs, on va commencer par un petit tour de cette CAN et je vais vous demander un peu à vous tous quels sont vos favoris. Quelle équipe est-ce que vous voyez aller au bout? Alors, je sais que mon Zach, peut-être qu'il sera pas si objectif que ça, enfin un peu comme moi, parce que oui, je suis d'origine marocaine aussi. Je suis d'origine marocaine, voilà, effectivement. Moi personnellement, je serais pas objectif. Logique. Non. On prendra ton deuxième favori. Comme ça, on se dira. Mais voilà. attends, j'ai encore rien dit. Qu'il a commencé par dire que je suis pas objectif. Tu serais pas objectif, Zach. Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Allez-y, je vous laisse. C'est la Sierra Leone, moi, mon favori. C'est bon, ça vous va? Derrière les Comores. On va commencer par toi, Kanto. Quelle est l'équipe, toi, dans tout ce panel-là que tu vois aller loin? Tu peux en citer deux, hein, si tu veux. Hein. C'est qui pour toi? Bah écoute, moi je me fie déjà premièrement aux favoris des bookmakers, c'était l'Algérie et le Sénégal. Bien qu'il y avait un Sénégal où il manquait pas mal de joueurs tout à l'heure, j'ai quand même du mal à les voir tomber tout le monde s'ils continuent à jouer comme ça. Ouais. La prestation était assez catastrophiquement remarquable. Insipide complètement, tu peux le dire. C'était très compliqué. J'ai envie de te dire l'Algérie parce qu'il y a un effectif, il y a un équilibre dans cette équipe-là. Et qu'il y a une dynamique. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer quelque chose avec cette génération algérienne et que bien qu'ils aient remporté la dernière CAN, ils vont avoir la volonté de faire le doublé et d'arriver gonflé à bloc pour la Coupe du Monde parce que c'est peut-être, j'ai pas envie de dire le moment ou jamais, mais ils sont favoris. Je croyais que c'était l'Algérie favori, moi. Oui, c'est le Sénégal en 1, c'est le Sénégal. Je pensais que l'Algérie était favori quasi égalité. C'est les deux, dépend, plus ou moins. Ça dépend des books, si tu veux. Mais voilà, moi j'ai le sentiment qu'il peut se passer un truc avec cette génération algérienne, surtout dans une année où derrière tu vas avoir la Coupe du Monde. Et je pense qu'ils vont mettre tout ce qui est en leur possible pour arriver à faire une perf d'abord sur leur continent avant de briller à la Coupe du Monde. Deuxième équipe que j'aime bien, j'aime bien l'effectif du Nigeria. Maintenant, c'est vrai qu'avec les blessures et le Covid de dernière minute, il manque un petit peu de monde. Donc on va voir. Mais c'est vrai que la CAN, et tout à l'heure, je regardais un petit peu le Nabil Djellit avec Walida Cherchour et Sofiane parlaient un petit peu de la CAN et c'est vrai que Nabil Djellit a dit quelque chose qui était intéressant en preview des matchs en disant que la CAN, souvent, tu as les effectifs avec des bons joueurs, mais le jeu n'est pas toujours présent. Bah ça, c'est inhérent à la CAN. Hein. Voilà, dans les compétitions hein. internationales, dans des conditions particulières, avec des terrains particuliers, souvent. Il fait super chaud en plus. Là, il faisait 30 degrés, exactement. Notamment pour les joueurs européens qui sont habitués à l'hiver, et d'un seul coup, tu dois même pas le temps de t'adapter. Ils viennent d'arriver, certains, genre Mané par exemple, et tout. Tu vois, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps, direct, choc thermique. Exactement. Du coup, je savais plus ce que j'allais dire, mais bref. Mais oui, non, si, je me rappelle, ça y est. Ce que j'allais dire, c'est que là, aujourd'hui, pour donner un véritable favori à la CAN, ou pour savoir quelle nation va briller, quelle nation ne va pas briller, si tu te fies simplement aux effectifs, en fait, je pense que c'est pas la bonne recette. Quand tout à l'heure, Bruce me disait qu'il avait vu la sélection malienne et que c'est une sélection qui l'avait impressionné. Non, j'avais dit que l'effectif, il y avait des joueurs. Voilà, le milieu de terrain malien. C'est ça. Naby Keïta, Aïdara. Regarde le Sénégal. Je disais à Bruce tout à l'heure, tu regardes la sélection du Sénégal aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, l'équipe du Sénégal, tu te dis s'il y a quelque chose à faire de bien, tu regardes le match, tu te dis exactement. Tu as beaucoup de joueurs qui jouent dans des top équipes européennes et à contrario, tu regardes le Zimbabwe. J'ai regardé au cas par cas dans le Zimbabwe, tu avais énormément de joueurs qui jouaient par exemple dans le championnat de Tanzanie, des joueurs qui jouaient en Afrique du Sud, qui jouaient au Zimbabwe, finalement très peu. Je crois que c'était un seul qui jouait en Finlande, mais sinon c'était que des joueurs qui jouaient dans des championnats africains. Et pourtant, on a vu que le Sénégal a eu beaucoup de difficultés. Donc je pense que la CAN peut nous réserver des surprises et c'est vraiment une des compétitions, à mon sens, les plus difficiles à pronostiquer. Non, mais juste ce que je voulais dire avant de te donner la parole, Bruce, je pense que la CAN, on s'attendra jamais à voir un jeu proposé de fou. Il y a eu des équipes par le passé qui ont franchement fait de
très belles cannes et qui ont été super intéressantes. Le Ghana, à un moment donné. Tu vois l'image du Sénégal, comme on le disait. Je suis désolé, Braque, on doit s'attendre à ce que ça joue bien. Ok, là, c'est le début. Peut-être qu'ils vont monter en puissance. Mais quand tu vois les joueurs et tout, ils sont capables de faire mieux. Bruce, on va pas se mentir. Je vois très bien. Braque, t'as vu le match. Non, mais tu t'en attends plus. Mais Bruce, déjà, alors regarde, déjà qu'une équipe de sélection avec peut-être les meilleurs joueurs du monde, c'est déjà compliqué. Regarde la France parfois, les matchs qu'on arrive à faire avec les joueurs qu'on a. Et il y a plein de sélections comme ça dans le monde entier. C'est déjà du foot de sélection. Là, tu prends. Mais par exemple, Mané, je veux dire, le football africain est quand même un peu plus en retard, tu vois. C'est pas. Toi qui suis pas mal le Sénégal. T'es plus gaulois que sénégalais. Non, c'est pas ça. Non, mais Braque, tu les suis beaucoup plus que moi. Moi, à chaque fois que je les vois, je reste sur ma faim. Mais par rapport à Mané, par exemple, etc. Tu vois, je me dis, je revois pas le Mané que j'ai pu voir ou quoi à Liverpool. Bon, il est entouré différemment, mais même des fois, je sais pas, t'as l'impression ils ont du mal à combiner, à se trouver. Ouais, je sais pas, tu restes sur ma faim. Pourtant, quand je vois l'équipe, je me dis, il y a vraiment un truc sympa. Si tu regardes le Sénégal, si tu regardes l'effectif que t'as, et d'ailleurs là, l'effectif, c'est un peu compliqué, c'est pas facile. Franchement, regarde, juste regarder le banc. Braque, je me permets une remarque. Vas-y. Tu es sénégalais. Ton équipe a vraiment mal joué. Cet été à l'Euro, t'étais pour l'Angleterre. Non, mais vas-y, toi. Non, laisse-moi finir. Pas pour l'Angleterre. Bon, si, écoute, que t'étais pour l'Angleterre ou pas, on s'en fout. Tu pensais que l'Angleterre pouvait aller loin, alors que équipe All-Star, et ils ont été nuls pendant. Ah, même s'ils vont en finale, bien sûr. Mais ils ont été mauvais de fou dans le jeu tout le long. Ce que je veux dire. Non, mais en gros, qu'est-ce que j'essaye de dire dans le fond? C'est que à l'Euro, on a vu des matchs super intéressants avec des équipes où on s'attendait pas qu'ils nous livraient des matchs vraiment agréables. Et puis on a vu des équipes qui avaient des gros effectifs qui ont été nazes. Mais l'Angleterre, alors effectivement, là la CAN, ça fait 3 matchs qu'il y a eu. Ça se trouve, on regardera dans 2-3 jours. Il y aura des matchs plus intéressants d'équipes qu'on n'attend pas et des matchs moins intéressants d'équipes qu'on attend. Et c'est comme ça. Et peut-être aussi que le football africain a un moins bon niveau, même sûrement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis même pas là pour le contredire. Mais de là à chier, machin, déplorable, ce truc-là. Ah les gars, calme, parce que on a des matchs très intéressants à l'Euro, comme il y a également des fraudes totales avec des effectifs stackés comme pas possible. Il y a des circonstances atteignantes entre, on l'a dit, là, il y a des joueurs qui viennent de revenir en sélection, du coup, avec la chaleur, les terrains, etc. Et t'as pas un mois de préparation comme t'as en amont de l'Euro. Il y a des circonstances atteignantes, donc je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que même là, pour dire un favori, etc., oui, Sénégal, Algérie, c'est les 2 noms qui ressortent le plus, mais je pense vraiment qu'il va falloir voir d'ici quelques matchs, monter en puissance, voir ce que ça donne, surtout qu'en plus de ça, si je dis pas de conneries, c'est le même système que la dernière fois. C'est t'as les meilleurs 3e qui passent, les 2 premiers passent. Tu vois, t'as pas une énorme pression dès le début. Tu vois, t'as une montée en puissance. Mais non, mais en fait, moi, je suis pas en train de dire que il faut attendre, comment dire, un jeu de ouf ou quoi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, une CAN, ça se joue franchement avec le cœur, parce que c'est une vérité, c'est factuel. De toute façon, les équipes africaines, elles sont plus limitées que les équipes européennes. Ça, c'est complètement normal. Enfin, je veux dire, je vais pas commencer à comparer sur les résultats en Coupe du Monde, mais je veux dire, c'est factuel. Et il y a rien, comment dire, il y a rien de mal à dire ça, parce que c'est normal. Moi, ce que je dis juste, c'est que je pense que la CAN, comme l'a dit Zach, c'est pas maintenant qu'on va voir, en fait, c'est sur le temps. C'est le cœur des équipes, en fait, qui fait que tu peux gagner une CAN ou pas. Regarde la Zambie, il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans, je sais plus, c'était il y a combien de temps. La Zambie, ils t'ont fait 2 CAN, c'est incroyable, ils t'en ont gagné une, je crois, ils perdent l'autre, mais c'est ouf ce qu'ils te font. Et pourtant, les joueurs qui jouaient là-bas, c'est pas des joueurs que tu pouvais retrouver au Real, à Liverpool ou je sais pas où. Ils ont affronté des équipes désorganisées. Non mais c'est pour te dire que la CAN, en fait, tout est possible, en fait, sur une CAN. Tout est possible, tout est ouvert. Là, tu peux avoir une équipe qui sort de nulle part, tu peux avoir l'Éthiopie, t'en sais rien. En finale, le but, c'était dès le début un but bizarre, 1-0. Ils n'avaient pas battu la Côte d'Ivoire au péno aussi avant, un truc comme ça? Avec un coup franc? Non, ça c'est en demi. Ouais, je crois que c'est Nigérien en demi. Et je crois qu'avant, ils battent aussi la Coupe. Il n'y a rien de facile, comme tu dis. Non, mais c'est ça. Ils gagnent 1-0. C'est comme tu dis, c'est comme tout. Après la Coupe du Monde, l'Euro, l'Italie gagne avec le cœur. Hein. C'est le supplément. Ouais, mais t'as un jeu quand même. L'Italie, t'as vraiment un jeu bien en place. C'est quand même. C'est l'élite, en fait. Tu vois, tu peux pas. Moi, je pense vraiment aussi que la CAN, et à l'image aussi, tu peux regarder l'Euro, machin. Il n'y a pas une énorme différence. Bon, il y a des équipes, là, après les poules. C'est comme d'hab. Là, il y a des équipes qui sont en dessous. Mais après les poules, on a beau faire des favoris ou ce que tu veux. Pour moi, il
il y a des gros favoris. Enfin, le Sénégal ou l'Algérie, ils peuvent tomber en quart ou ce que tu veux. Je veux dire, c'est possible. Pour moi, il n'y aura pas un écart monumental non plus, même s'ils seront peut-être au-dessus de certaines équipes. Tu le vois dans les autres compétitions. Les gros, des fois, ils se font niquer. Et juste pour les mecs qui me disent sur le chat, ouais, Braque c'est Tanguy ou Braque le faux frère. Mais les gars, non mais calmez-vous. Non, mais t'es un faux frère. Moi, la CAN, je la regarde depuis que je suis tout petit. Et si je le dis, c'est parce que moi, je suis quelqu'un de toujours. Objectif, je vais pas commencer à dire la CAN c'est 10 fois plus fort que l'Euro ou la Coupe du Monde, alors que je sais très bien ce que vaut la CAN. La CAN est au-dessus de l'Euro. Non mais voilà, donc ils viennent te dire t'es un Tanguy, t'es quoi, t'es un faux frère. Non, c'est juste que je sais très bien ce que vaut la CAN, donc arrêtez de me dire. C'est qui Tanguy ? Tanguy, c'est le mec de Tanguy. Tu feras tes recherches. Ouais, regarde, celui qui est derrière Zemmour. C'est derrière Zemmour, exactement. Mais je savais pas. Comment ça s'appelle ? Oui, Zach. Pour en revenir, franchement, vous avez même pas donné vos favoris du coup. T'as l'Algérie qui a pas perdu depuis je sais pas combien de temps. Je crois qu'ils sont sur une série de plus de 30 matchs sans défaite, donc c'est absolument exceptionnel. Même si dans leur match, ils nous ont fait beaucoup de matchs de qualification, des trucs comme ça, des trucs peut-être plus abordables. Si c'est les seuls à faire des séries comme ça, c'est bien qu'ils ont quelque chose. Je pense vraiment qu'ils ont l'effectif pour faire un back-to-back clair. Mais après, pour être honnête, je regarde pas assez de football africain pour avoir plus que ça. C'est ça. Et après, c'est un feeling. Tu peux donner un feeling. Non, mais c'est pour ça qu'après les poules, ou déjà après avoir vu quelques matchs, un peu tout ce sera un peu mieux. Parce que là, à l'heure actuelle. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est vrai qu'après, derrière, tu regardes le Sénégal. Je voyais ça en parler dans ma TL Twitter. En termes de sélection All-Star, je pense que dans l'histoire du football africain, va retrouver ça, quoi. Non mais attends, il y a eu des époques, il y a eu le Ghana, il y a eu la Côte d'Ivoire, ils ont eu de très grosses équipes. Non, c'est pas la question, c'est que là, tu regardes le Sénégal, il y a quasi que des mecs qui jouent dans des grands clubs à presque tous les postes. Et ça, c'est bien sûr, mais juste, c'est vrai qu'il y a une époque, par exemple, tu prends la Côte d'Ivoire, t'avais des Didier Drogba, des Yaya Touré, ils avaient une équipe de malades. Kolo Touré, l'équipe, elle était incroyable. Gervinho. C'est vrai, Gervinho. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu prends le Sénégal, bah là ils ont tout, mais le Sénégal a un vrai problème et ça a été le cas en 2000 déjà, ça a été le cas contre l'Algérie la dernière fois. Ils arrivent pas, il faut aligner 3 passes et surtout il faut un jour arrêter de se mettre une pression inutile en fait. Soit tu joues ton jeu, soit tu as confiance en toi, soit tu gagneras jamais parce que là on l'a vu tout à l'heure franchement, mais les mecs ils étaient tétanisés. Et dans tous les journaux ça dit Sénégal premier favori pour la CAN. Les mecs tu le vois sur leur gueule en fait, c'est écrit sur leur gueule que ils sont pas bien. C'est pas ils arrivent pas à assumer ça. Moi c'est le seul truc. Un jour quand ils arriveront à enlever cette pression, je serai content. T'as parlé de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ils gagnent pas la CAN juste après que Drogba est arrêté en sélection. Je crois que c'est après Drogba. Je crois. Je crois que c'est Hervé Renard qui leur fait gagner. Ouais, mais il était plus là. Non, mais moi, je suis quasi sûr que t'as raison. Faut vérifier. C'est pour ça que souvent, enfin de mémoire, c'est ça. Mais alors pourtant, ils avaient une équipe de fous. À chaque fois, on se disait c'est pour eux, machin. Ah, il l'a pris en 2015. C'est pas parce que t'as la meilleure équipe ou quoi. Comme tu le dis, souvent t'as la grosse pression, machin, et c'est pas évident d'assumer. Pour moi, en vrai, si je devais dire un seul favori, je dirais l'Algérie. L'Algérie, non, mais après ça se tient. L'Algérie, c'est normal. Ils ont une grosse équipe. Bruce, toi, tu donnes un favori ou pas du coup? Ou t'attends un peu encore? En vrai, là, si je dis favori, je vais pas faire l'original. Je vais dire comme tout le monde. Je vais attendre de voir les premiers matchs de poule et je pense qu'après les poules, déjà, juste à la fin des matchs de poule, après avoir vu tout le monde 3 fois, on en saura un peu plus. Là, tu rates un truc Maroc-Ghana, c'est le régal. J'avoue, un gros 0-0. J'ai mis match nul dans les pronos, moi, donc je souhaite que ça reste comme ça. Et il a l'air horrible le match pour l'instant. Non mais de toute façon c'est tous les matchs. Depuis le début, franchement il n'y a pas un match qui te donne envie. Il était là ou plus là alors? Non, plus là. Plus là? Moi j'avoue que j'ai un. Non, il me semble qu'il était plus là. Mais je crois non plus. Je crois qu'ils l'ont gagné avec Hervé Renard sans Drogba. Je m'étais dit putain c'est dur pour Drogba parce qu'il la gagne quand il est plus là. Ouais. C'est pour ça que j'ai ce truc en tête où je m'étais dit. Mais ils font finale contre la Zambie avec Drogba et ils perdent contre la Zambie. Ouais, en tout cas. voilà. Donc bon, il a quand même touché le rêve de près. Alors on a Elias du justement site Les Remplaçants qui est avec nous. Est-ce qu'il nous entend, Elias? Allô ouais, salut. Oui, salut. Bienvenue à toi. Alors toi, tu tiens un site justement un petit peu sur l'actualité du football africain, il me semble. Vous avez carrément, je crois, si je dis pas de bêtises, fait un guide sur la CAN. Concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre là pour cette CAN? Quelles sont les équipes à suivre? Quelles sont les pépites là sur lesquelles il va falloir qu'on se concentre? Fais-nous un petit peu, voilà, un petit état des lieux. Alors déjà merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et deuxième chose, non en fait on tient pas un site sur l'actu du foot africain. Okay. On est plutôt généraliste. Ah mais, pardon. C'est un guide en fait que vous avez mis sur la CAN. Exactement. C'est un guide. Oui. Émission frauduleuse, t'inquiète. Non, t'inquiète. on a une certaine sensibilité sur le foot africain du coup parce que les deux personnes qui sont encore sur le site aujourd'hui,
on a un lien avec la Tunisie, donc forcément on surveille l'Afrique de très près. Oui, en tout cas, vous connaissez bien le football africain, ça c'est sûr. Exactement. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait là, du coup pour aller dans ton sens, et que les autres arrêtent de rigoler, on a sorti un gros guide qui s'appelle Saga Africa, avec un rédacteur par pays qualifié qui nous a donné la présentation de l'équipe et présentation détaillée dans la mesure du possible, du coup, de chaque joueur. Donc du coup, du coup, ça a pas mal marché parce que c'est vrai qu'en effet, il n'y a pas eu ce type de support qui est sorti avant la CAN. Donc on est un peu les seuls à l'avoir fait. Et la valeur ajoutée, elle est vraiment dans le fait que plutôt que ce soit nous qui mettons les infos sur les joueurs, on peut le faire pour l'Algérie, on peut le faire pour le Sénégal, on peut le faire pour la Tunisie. Mais par contre, pour la Guinée équatoriale, pour le Malawi ou pour le Zimbabwe, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des spécialistes, donc, vraiment. Exactement. Et pour les spécialistes, justement, on est allé chercher des gens du pays. Donc, je passe les détails, mais c'était très compliqué. On était dessus depuis mai, je vais dire mai-juin. Et c'est sorti comme ça avec la description de 23 joueurs par sélection qualifiée. Donc, ça fait de moi par procuration un spécialiste de cette CAN parce que j'ai vu passer sous mes yeux quasi 600 profils de joueurs. Ah ouais, c'est ouf. Un par un, quoi, que ce soit vraiment les grands joueurs comme les plus inconnus. Alors, donc, on peut retrouver ce guide sur le site, donc lesremplaçants.com. Lesremplaçants.com, c'est ça. Et du coup, combien de pages le guide ? Il fait 128 pages parce qu'en fait, on a fait 96 pages consacrées justement à ce que je viens de décrire. Donc, une double page par sélection, avec une double page illustrée par nos amis de Footy Comics, que je rappelle parce que du coup, si le guide a autant de cachets, c'est aussi parce qu'il est très beau. Et ensuite, on a des articles parce qu'on a voulu aussi que le guide ne soit pas tout de suite périmé après la CAN pour être un peu vulgaire entre guillemets. On a fait des articles de fond avec notamment justement les joueurs à suivre pendant cette CAN et même après. C'était surtout axé sur des jeunes. On a eu des articles justement aussi sur des jeunes Algériens. On a eu un article aussi sur deux articles un peu critiques sur justement le partenariat de Total avec la CAN et un bel article sur l'Afrique par défaut qui parle justement du choix par défaut des binationaux qui se trouvent une petite nationalité avant la CAN et des pays qui se vendent pour 3 matchs, quoi. Donc voilà, on a fait des articles aussi. Simple question, c'est gratuit ou c'est payant? Parce que je vois il y a une illustration avec un vrai livre, je suppose que c'est payant. Alors c'est payant, il est à 13 € au format papier et il est à 4 € au format PDF. Les prix sont fixés, je le dis comme ça pour être transparent et clair. En fait, on se met rien du tout dans la poche parce que du coup, c'est nous qui sortons l'argent pour l'impression. Et ce guide, on l'a fait littéralement à 2 personnes, à le gérer à 2 personnes. Si j'exclus évidemment tous les contributeurs et les rédacteurs, donc en fait, le temps passé ne sera jamais rentabilisé par l'argent qu'on va prendre. Et si jamais il y a de l'argent en plus, c'est une cagnotte qui servira pour l'impression des futurs magazines. Ah bah oui, bien sûr. Contient justement, en fait, à la base, on fait un magazine trimestriel de 60 pages, idem qu'on vend 2 € en PDF et 7 € en format papier. Mais du coup, c'est sur du football plutôt généraliste. Le chat a l'air d'apprécier, Isaac. Et donc du coup, vu que tu as vu passer beaucoup de profils de joueurs, beaucoup d'anecdotes, des articles et tout, qu'est-ce que tu en tires? Il y a quoi comme chose que tu attends dans cette CAN? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une équipe, un joueur, quelqu'un que tu as hâte de voir toi-même de tes yeux, quelqu'un que tu penses à surveiller, une équipe qui pourrait être un peu fauteuse de troubles, je dirais. On écoute. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça, en gros? Alors en fait, déjà première chose, c'est que je vais le dire crûment, je me suis fait hyper comme une merde par absolument toutes les sélections. Parce qu'en fait, tu vois, je recevais je vais dire n'importe quoi, je vais recevoir le texte du gars qui s'occupe du Malawi. En fait, il me décrit tellement bien les joueurs que, en fait, moi, je suis là devant mon ordi, je suis là en train de me dire, ah ouais, ça va être une surprise du Malawi. C'est logique parce que le mec il défend sa paroisse, c'est logique. Exactement. Et genre 2 jours après, je vais recevoir la Guinée équatoriale. Le gars, il m'envoie des vocaux en espagnol en me disant, tu vas voir, ça va être une surprise de fou et tout. Et moi, je suis là, ah ouais, ça va être une surprise, la Guinée équatoriale, c'est sûr. Donc en fait, quand j'étais dans le truc, tu vois, je me suis vraiment fait hyper comme un fou surtout. Et une fois que j'ai pris un peu de recul sur le sujet, je vais dire un peu comme ce que vous venez de dire, forcément, et je peux pas y couper. Le Sénégal et l'Algérie, pour moi, c'est quand même un cran au-dessus si on regarde les effectifs. Après, tu vois, j'ai regardé le match
du Sénégal tout à l'heure du coin de l'œil, bah, c'était quand même assez difficile. Et en fait, tu donnais pas spécialement cher de la peau du Zimbabwe. Et au final, tu te rends compte qu'avec la chaleur, avec le terrain qui est sec, avec le contexte sanitaire, les préparations tronquées, les absents de dernière minute, en fait, tu te rends compte que c'est quand même super compliqué de prédire, de prédire quoi que ce soit. Après, c'est sûr que si on s'arrête au papier et qu'on s'imagine les conditions idéales, ouais, je te mettrais Sénégal-Algérie. Et après, je mettrais un second chapeau avec forcément le Maroc, le Ghana qui a pas mal de bons petits jeunes, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, enfin surtout le Nigeria et la Côte d'Ivoire, on n'en entend pas beaucoup parler, mais le peu de Côte d'Ivoire, il m'intrigue aussi. Que j'ai vu. Ouais, c'est ça, c'est que tu te penches un peu sur les profils sur la Côte d'Ivoire, tu te dis ah c'est bizarre qu'on n'en entende pas parler. Le Mali aussi, et je vais le dire en choix de cœur, et ça ravira mon acolyte Nourdine. La Tunisie, forcément. Bah oui, forcément. Nous, on veut revivre 2004. On veut changer le maillot floqué Santos. Il commence à se faire vieux, tu vois. Donc on veut changer là. Ok. Non, mais c'est super intéressant. Bah, en tout cas, merci d'être passé dans l'émission. C'était un plaisir. Et puis, si tu veux revenir pour débriefer de la CAN, n'hésitez pas à m'appeler. Et je vais juste faire un petit coucou aussi aux Comores, parce que forcément, du coup, moi, j'habite à Marseille. Donc, quand on habite à Marseille, grosse communauté. On devient comorien aussi. Donc, j'aimerais bien voir un beau parcours des Comores, parce que c'est des joueurs. La sélection est gérée littéralement comme un club, en fait. C'est vraiment, c'est des gars qui ont joué certains en club ensemble en étant petits, etc. Tu vois, c'est des mecs que tu peux croiser sur les terrains de foot amateur, parce que je joue au foot en amateur aussi sur Marseille. Tu peux les croiser et les voir à la CAN et les voir aussi heureux et être partis d'aussi loin. Ça peut être une belle histoire, tu vois. Et si ils déçoivent, entre guillemets, ça décevra personne, mais ils peuvent faire que du bien. Donc, faut garder un œil sur les Comores. Voilà. Merci à toi. En tout cas, le chat t'envoie beaucoup de force, parce que tout le monde trouve que c'est un travail. Dédicace à toi, mon gars. Donc merci beaucoup et à très vite dans l'émission du coup. Merci à toi. Merci Elias. Allez, bonne fin d'émission. Ciao les gars. Merci beaucoup. S'il achète son livre à Elias, moi je me fous sous la paille. Demain, je suis hypé par le Malawi, cote à 8. Parfois sans le Malawi. Ne faites fan de Paris. Je peux te dire que Elias, je vais l'avoir de travers après. Je vais l'acheter son truc. Ne pariez pas comme Kanto, les mecs. C'est un poison, ce mec. C'est le pire. Kanto, il est ravagé. Le livre a l'air très intéressant en tout cas. Donc voilà, vous le savez, lesremplaçants.com si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. On enchaîne avec notre tour d'Europe, parce que il y avait quand même des matchs en Europe ce week-end. Bon, je vous ai passé l'Angleterre parce que là c'était un week-end de Cup, même si Arsenal, City a gagné, Arsenal s'est fait sortir, on a vu ça. Du coup, on va se concentrer peut-être sur les autres championnats. Le but. Alors, qui a suivi un petit peu l'Allemagne? C'est vrai qu'on a vu une défaite du Bayern contre Mönchengladbach, qui est donc vraiment la bête noire cette saison, on peut le dire, du Bayern. Pas les jouer. C'est assez violent. Alors, aucune inquiétude pour le Bayern. Pour le moment, ils sont à 6 points quand même de Dortmund. Ça va bien. Mais le Bayern était complètement décimé. Dortmund, ils n'ont plus que ça à jouer, on sait jamais. Non, le Bayern devrait être champion, mais tu vois, là, tu vois un truc comme... Non, mais tu vois un truc comme ça où le Bayern perd et Dortmund, ils sont menés 2-0, ils arrivent à arracher la victoire. C'est des fois, il y a des petits signes où, là, ils leur reprennent 3 points. Ils ont le même nombre de matchs pile, là il me semble qu'ils ont pareil. Au moins, ils sont pas complètement largués. Tu te dis, on sait jamais. Tu vois, Dortmund, ils ont ça à jouer encore, quoi. Après, le Bayern devrait être champion, tranquille. En plus, il y a des absences que tu veux, mais... Non mais 6 points, c'est pas insurmontable. Mais c'est vrai que 6 points pour le Bayern. Un peu de suspense. 6 points pour le Bayern, c'est pas comme si c'était 6 points pour l'Armenia Bielefeld, quoi. Alors en tout cas, voilà, le Bayern qui perd ce week-end, mais après ils avaient quand même une excuse, parce que si tu regardes l'effectif, c'était quand même chaud. Même le banc. En fait, c'est partout. C'est pour ça que ça, on le sous-estime. On veut se projeter sur la Ligue des Champions et tout. Dans 1 mois et demi, 2 mois, s'il faut, il y aura des cas de Covid, des trucs, et ça va changer tellement de choses. C'est pour ça que c'est dur aujourd'hui. En plus, ça parle d'un Deltacron là, carrément. Ouais. Ça c'était du fake, ça. C'est du fake, ça. Ok, d'accord. Le truc à chip là. Ça parlait d'une mutation entre le variant Delta. C'est pas vrai. Juste je te le dis, c'est pas vrai. Mais si tu dis que c'est pas bien. Même il y avait direct en dessous, ils faisaient la fusion de Dragon Ball. Les gamins, ils avaient fait le même où ça fusionnait. C'est pas vrai. Non, mais en réalité, moi, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai regardé pas mal, enfin, en tout cas, quasi tous les résumés, et j'ai vu que Dortmund a fait grosse remontada de fou après une première mi-temps où il perdait. J'ai regardé les matchs, c'était
c'était pitoyable en première. Ouais. Raconte un petit peu. Bah, t'avais tout simplement Dortmund qui était à la rue, qui n'arrivait pas à remonter les ballons. Alors ça avait bien commencé, moi, le match. Au début, je me disais que ça allait le faire pour le Borussia. À chaque fois, Haaland forçait un petit peu, mais il arrivait à faire les diffs. Et puis derrière, ils ont commencé à reculer. Et en face, ça a dominé. Ils prennent un premier but. Derrière, ça a commencé un petit peu à paniquer. J'ai senti qu'il y avait un truc qui s'était pété. Et puis ils prennent ce deuxième but. Et voilà, après, quand ils arrivent à marquer, ils y croient. Et puis, finalement, on a tous un Mahmoud dans notre vie pour venir nous sauver. Nous, c'est Braque et eux, c'est Daoud. C'est liche. Continue, Kanto, c'était les vacances, j'en ai pas eu ça, assez. Ça, c'est parce qu'il a plus de thunes pour Paris. Il va venir chercher, bouge pas. Non, c'est beau ça. Tu peux m'avancer 1000 balles, s'il te plaît. Non, mais j'avoue, très Après, Dortmund, moi, j'ai toujours l'impression qu'ils ont quand même quelques cadavres à des endroits stratégiques sur le terrain, que ce soit en défense, des fois au milieu. Les Emre Can, des fois Hummels, des trucs à ça. Même Kobel qui est pas irréprochable, on va dire, sur le premier but. T'as l'impression que c'est ça qui va les empêcher un peu d'aller au next step, quoi. En tout cas, c'est le sentiment. Ouais, c'est le sentiment. Après, on verra. Hein. En tout cas, vous l'avez vu, donc le Bayern toujours premier. C'était intéressant parce qu'on avait vu on avait entendu qu'Adeyemi, lui, était vraiment bien parti pour la Dortmund. Et Adeyemi, en mode, il est à Salzbourg, il serait déjà peut-être trop cher pour Leipzig, tu vois, qui eux font une saison pas terrible. Tu te dis, ouais, Adeyemi à Dortmund, ils ont peut-être leur nouveau Jadon Sancho, tu vois. Pourquoi pas. Ça pourrait être drôle. Alors, il y avait aussi des matchs en Espagne, bien sûr. Et puis, le fait le plus marquant à retenir quand même de ce week-end, c'est bien sûr la barre des 300 buts dépassés par Karim Benzema, quand même. Enfin, c'est assez phénoménal. Dépasser Raoul et Di Stefano. Di Stefano surtout. Et Thierry Raoul est à côté, je crois. C'est seulement le deuxième joueur à mettre plus de 400 pions en carrière, je crois, en pro, juste derrière Thierry Henry. Ouais, Henry, il a 400 et quelques, non? 411, un truc comme ça. Et du coup, vu qu'on va aller plus loin en âge, il va le dépasser large. Benzema, il va finir deuxième derrière Cristiano, qui a mis la barre un peu haute. Voilà, ça sera compliqué. Avec un Vinicius qui est encore très en forme, très content de voir le terroriste Bordalas perdre. C'est toujours un plaisir de voir les déféqueurs de Liga se prendre une petite tarte. Non, en réalité, en dehors de la vanne, le Real Madrid qui tourne un petit peu bien, c'est pas mal. Et toujours sympathique de voir Modric rentrer sur une jambe à 37 ans et montrer aux autres milieux c'est qui. À un moment, il tape la barre avec une action à l'entrée de la surface assez impressionnante. Pour le reste, le Real, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais après, le Real, il y a toujours quelques petits défauts de temps en temps. Là, il y a quelques jours, ils avaient sorti un mauvais match avec Militao et même Vinicius, Karim qui a fait un mauvais match. Mais Vinicius, l'importance qu'il a pris est absolument énorme. C'est fou. Et surtout, Vinicius, ça se complète bien. Lui, il joue à gauche, Benzema en 9. Tu te dis qu'à droite, il y a peut-être une place à prendre pour Asensio, Rodrigo. Pour Kylian, le mangeur de ligne. Ah, oui, d'accord. Mais en réalité, faut voir parce que le Real, ça reste pas non plus. Enfin, moi, j'aime beaucoup le Real, mais ça reste pas l'équipe qui a le jeu le plus attrayant non plus. Genre. Mais à l'heure actuelle, à moins d'un Séville qui fasse quelque chose de grand, tu te dis que la Liga, ça risque doucement d'aller dans leur besace, quoi. Moi, le Real, franchement, je vous dis, plus les jours passent, plus les journées passent, et franchement, plus je pense que cette saison, ils peuvent faire un truc. Tu les trouves impressionnants dans le jeu? Ils sont pas mauvais, c'est-à-dire que je trouve que je vois une montée en puissance, en fait, petit à petit, je les sens revenir. Moi, je vois plein de joueurs revenir. Un truc à un moment donné, moi, je pense. Comparé aux top équipes. Bon, déjà, on verra contre Paris. Ils ont leur milieu de terrain. Militao, il s'est enfin révélé cette saison. À la base, c'est quand même pas le joueur le moins expérimenté. T'as un Benzema qui est fou devant. Courtois, il est depuis quelques mois maintenant incroyable. Genre, je ramène souvent, je sais pas. Hein. Et c'est pour ça que pour moi, les Anglais vont marcher sur l'Europe dans les années à venir. Et ça commence là, déjà, depuis quelques temps. C'est une question de rythme. Et on l'a vu contre Chelsea. Pour moi, ils se sont fait manger l'année dernière, par exemple. Pourtant, c'était un peu une surprise. Je les voyais peut-être pas un an et demi. Oui, mais c'est pour ça. Quoi, contre Paris, il n'y aura pas un rythme élevé pour les deux, donc tranquille. Mais contre les Anglais, tu vois, le Real, c'est plus peut-être là. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas sortir une équipe anglaise, mais je pense que c'est là où ça peut se compliquer contre eux. Parce que quand tu vois les Anglais commencent à cavaler, au bout d'un moment, tu plonges un peu physiquement et c'est là où ça peut être compliqué. Et contre Chelsea, on l'avait vu l'année dernière. Ils avaient eu du mal, le Real. Oui, non, ça avait été difficile. Bon, après, moi c'est encore une fois un feeling que j'ai. Tu voulais parler du Barça aussi tout à l'heure, il me semble. Non, je sais pas ce que tu avais embrayé sur eux. Il n'y a plus Messi, passons. Le Barça qui se retrouve à 10 et qui finalement ne parvient pas à garder son Moi, il faut qu'on discute après du très générationnel Juve-Rome, parce que ça, je l'ai vu par contre, et le Roma-Juve. On aura même un intervenant qui sera là avec. Il n'y a pas eu trop de buts, ça va. Le Roma-Juve, il voulait tuer tout le monde.
Non, mais c'est normal. Ah ouais, non, mais il voulait découper tout le monde, normal. les joueurs, tout. Son équipe est à 11 contre 10, se tape un penalty et ça égalise pas. Il menait 3-1. Mais je sais, tu te fais prendre comme ça dans ta défense par l'immense Flamby et qui est Mattia De Chilio. Vraiment, tu te prends ça par Mattia De Chilio, au bout d'un moment, il y a de la remise en question. Par contre, la Juve, ils perdent Chiesa fin de saison. Non, mais attendez, vous voulez rien dire sur le Barça? Personne veut parler du Barça? Non, le Barça, ils perdent des points. J'ai pas regardé, on peut parler rétafé, mais pas du Barça, respecter le foot. D'accord. Après, j'avais vu certains. Pas de soucis. Après, voilà, je peux te dire ce que j'ai lu pour le coup, parce que j'ai pas vu le match, mais j'ai vu des Barcelonais qui disaient que Gavi il prend le rouge parce qu'il sait pas descendre un peu en intensité quand il a un jaune sur la tête, et ça, c'est un truc qui est inhérent à la jeunesse. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps, je pense que le Barça aurait peut-être également besoin, même ils ont un milieu très. Il y a Ansu qui est de retour. de bonne qualité, je pense qu'ils auraient peut-être besoin d'un milieu supplémentaire pour ce genre de moment, tu vois, ce genre de milieu un peu plus expérimenté et très bon, pour peut-être aussi parer et remplacer un jour le dénommé Sergio Busquets. Mais, ça, mais Xavi, vous connaissez mon avis sur la question. Xavi, s'il lui laisse du temps, j'y crois. Je dis pas un retour rapide d'un grand Barça. S'il lui laisse du temps et qu'il lui donne des moyens aussi. Oui, mais là, il prend Ferran, machin, il lui développe. D'ailleurs, il le sort d'où cette thune, le Barça? Je comprends pas que tous les gros clubs, même s'ils sont endettés à je sais pas combien, ils trouvent de l'oseille. T'as pas vu que cet été, ils ont décaissé énormément de choses cet été? Ouais, mais bon, cet été, ils le foot, Braque. Mais c'est pas ça, c'est que. Le Barça, demain, ils peuvent faire un an. S'ils ont besoin de 150, ils les débloquent en 2 secondes. Mais ouais, mais Bruce, même en enlevant Messi, ils nous continuent à nous dire qu'ils étaient encore sur la paille et qu'il fallait encore baisser les salaires. Mais si ils n'ont pas voulu, moi je suis persuadé qu'ils n'ont pas tout fait et que secrètement, ils voulaient pas forcément. Apparemment, c'était genre mathématiquement, c'était pas possible. Ouais, genre avec les règlements et tout, apparemment, c'était mathématiquement, c'était pas possible. Ils n'ont pas voulu tout faire quand même, ça les arrangeait d'une certaine manière. Ouais, sûrement. Moi, c'est mon avis, je respecte. Mais comment ça s'appelle? Mais après, gros, ils ont libéré 100 millions de salaires entre Messi, Griezmann et compagnie. C'est assez logique qu'au bout d'un moment, tu puisses. Coutinho, je crois qu'il y a Piqué qui avait bien baissé son salaire, la plupart également. Tout le monde a baissé son salaire. Beaucoup, tu vois. Quasiment tout le monde. Après, là, pour le coup, c'est un coup de fair play financier, c'est technique, c'est des règles et tout. Je sais pas. Moi, apparemment, de ce que j'avais compris, Messi, genre, c'était juste pas possible, même s'il le voulait. Genre, même quasi gratuit, ça aurait même pas été possible. Oui, ça, c'était pour l'enregistrer au truc machin. Non, parce que moi, je suis bête et naïf et je lis ce que je vois. Et quand tu regardes le début de saison, ils te disent qu'il n'y a plus rien et qu'ils pourront pas bouger. Donc après, si vous me dites que ça va bouger. Après, le Ferran Torres, tu vois, c'est trop cher, je trouve. Et c'est un pro. Non, mais c'est un putain. Franchement, c'est trop cher, je trouve. 65 millions. Quand tu vois un Grealish 120 millions. Ouais, mais même. Tu vois ce que je veux dire ? Ferran Torres, genre pour moi, 65 millions pour moi, c'est trop cher. C'est un joueur de rotation de City, même s'il a montré des bonnes choses. Je trouve plus intéressant que Gros Molleton. Bon, on a bien compris que Gros Molleton t'aimait pas. Mais pour moi, 65 millions, ça reste trop cher, même si Gros Moltard, ça reste un transfert intra-PL et on sait que c'est toujours trop cher. Mais déjà, Ferran Torres, pour moi, c'est un peu cher et c'est pas lui qui va t'apporter un upgrade significatif de fou en attaque. Surtout, je dis pas qu'il va rien apporter. Il va même faire son lot de buts et de très bonnes choses, il n'y a pas de souci. Mais à ce prix-là, avec une équipe qui a besoin de réapprendre à défendre haut, etc., si ton but derrière, c'est de repartir avec Piqué, l'anglais et compagnie en défense centrale, je pense que la défense était un chantier peut-être un peu plus important. Ils sont là-dessus, ils sont sur les défenseurs. Peut-être, mais quand tu as foutu 65 briques tout de suite, je pense que les 65 briques, c'était peut-être plus intéressant d'essayer de les prendre sur un des maintenant. Moi, je reste persuadé que vous à terme, inquiétez pas, mais ça reste urgence. Le Barça, s'il faut claquer 100 ou 150 millions au mercato, là, le prochain, ils les claqueront sans souci. Tu verras, ils trouveront l'oseille. J'aimerais bien qu'ils disent d'où ils le sortiront. C'est la magie du foot. La plupart des clubs, ils sont endettés. Mais la plupart des clubs, ils sont endettés. Continue de dormir, petit Braque. Mais non, mais c'est la vérité, Braque. Tu vois pas que même Florentino, machin, à chaque fois, s'il faut un prêt d'une banque et ce que tu veux. Elle a bon dos, ta magie. Mais t'inquiète qu'ils trouvent 500 millions en 2 secondes. Il y en a, ils pensent que le Real ne peut pas faire Haaland, Mbappé, je sais pas qui. Ils peuvent en faire 3 ou 4 s'ils veulent. Le Real, ils ont pas recruté exprès, eux, pour le coup. Oui, mais peu importe, ça trouve les fonds. Bon, d'accord, ok. Bon. On ferme les yeux alors. On ferme les yeux. Et bon, en réalité, moi, je pense qu'ils auront des sous pour faire un peu ce qu'ils veulent. Ils ont réussi à faire un petit travail économique et qu'ils recruteront dans les certains secteurs dont ils ont besoin. Mais à l'heure actuelle, les secteurs dont ils ont besoin, on les connaît, on les a vus. Et n'importe qui regarde ne serait-ce que 3 matchs du Barça les comprend. Ils comprennent qu'il y a certains joueurs, quand tu veux jouer un jeu dominant et si t'as pas envie que tes autres milieux n'aient qu'à faire à courir pour 3 alors qu'ils sont 2, tu comprends qu'un Busquets, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Tu comprends que la défense centrale, elle a également besoin d'autre chose. Donc, Sofiane Bouffal. Voilà. Effectivement. Donc, mes matchs nuls, je suis dégoûté. Donc voilà pour le Barça. Mais Juve-Roma. Oui, on y va. On enchaîne avec l'Italie. Alors juste avant de parler de Juve-Roma, parce que c'était vraiment le match le plus ouf, Bruce, un petit récap peut-être, sur l'Inter, sur Milan, sur le haut du tableau en Serie A, parce que c'est un peu toi ici notre caution Serie A. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là avec l'Inter là et Milan?
Milan, il manque des défenseurs en ce moment. C'est Gabia et Kaloulou en défense centrale. Kaloulou, je suis très content de lui. Franchement, quand il est utilisé à droite ou quoi, c'est un joueur auquel je crois. Ouais. Donc voilà, bon, ils l'ont volé à Lyon, si on peut dire ça comme ça. Et honnêtement, je pense que même vous à Lyon, il vous aurait fait du bien, sincèrement. Ouais, il aurait pu évoluer à l'endroit où Léo Dubois évolue, hein, ça aurait été plutôt pas mal. Non, mais... Après, on a Malo Gusto qui juste derrière est quand même très fort, mais lui il est hybride en pouvant jouer central aussi, ça aurait été pas mal. Mais après, on a aussi Diomandé Lukeba, tu vois. Parce que faut savoir que là, par exemple, Calabria est pas là. Kier, bon, c'est saison finie. Il n'y a pas Romagnoli et il n'y a pas Tomori. Ok, donc ouais. Du coup, il n'y a personne derrière. Il n'y a pas Balotouré. Et sur ce, il n'y a pas Balotouré. L'excellent Balotouré. L'immense Balotouré. Le meilleur agent du monde, c'est le sien. Je sais pas qui c'est. Mais du coup, là, au moins, ils prennent les points. Ils ont pris les points contre la Roma la dernière fois déjà, où voilà, la Roma, il fait beaucoup de conneries. Donc, heureusement. Et là, sur ce match, avec un Leao aussi sur le retour, que j'aime de plus en plus Leao. Un des rares qui peut percuter dans cette équipe, qui fait beaucoup de diff, qui a beaucoup progressé. J'aime beaucoup. Et Théo Hernandez encore avec le YZ dans le derrière. Hein. Ouais. Ça, j'ai regardé vite fait le résumé. Hernandez, qui vont prolonger d'ailleurs. Ils vont le passer, je crois, de 2 millions ou 1,5 million à 4,5 millions à Milan. Non mais là lui, j'ai quand même un peu le sentiment qu'il a envie de s'inscrire dans la durée à Milan. Il y a The ouais, il aime beaucoup Maldini et il dit j'aimerais faire une carrière, m'inspirer de Maldini et rester longtemps. Donc moi ça me plaît de voir ça. Donc j'espère. Apparemment la prolongation. La saison prochaine il est au Real. Hein. Non, la prolongation c'est comme si il était au Real. Non mais ils ont pas voulu le garder. Je te dis ça pour la saison prochaine il est dans un autre club. Vas-y frérot, faut arrêter le streaming. Hein. Il est très bien là où il est et donc voilà, Ibra qui a mis un but sur une passe aussi de là-haut. Donc le Milan qui prend les points, l'Inter qui fait le boulot aussi, voilà, ça reste mon favori pour le championnat. Les gros ont gagné, la Roma dans la sauce, on le disait. Donc ça y est, on y est sur ce match. Son match contre la Juve, où pourtant c'est la Juve qui ouvre le score et après la Roma mène 3-1, après il y a carton rouge, après ils reviennent à 3-3, 4-3 pour la Juve. Penalty. Là il y a penalty, carton rouge, machin, le penalty est raté en 2 fois. Et derrière, du coup, la Roma perd le match, en sachant qu'ils ont perdu contre le Milan juste avant, 2 défaites de suite. Et là, ils se sentent un peu largués pour les 4 premières places parce qu'il y a un écart qui est trop énorme avec l'AC Milan et tout. Donc, tu sens que l'Inter, AC Milan, Naples, Atalanta, c'est pour moi, peut-être les 4 équipes qui finiront en Ligue des Champions. C'est ouf de se dire Juve et Roma en dehors du top 4, surtout la Juve. La Juve sont encore là. Ils sont encore là parce que là, c'est une victoire qui est déterminante. Pour le coup, ils ont écarté la Roma et tout, et eux, ils restent au contact des autres. Mais là, ils perdent Chiesa jusqu'à la fin de saison. On peut revoir le classement de Serie A, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, en régie. Ils sont pas très loin, la Juve. Hein. Ils sont pas très loin. Mais le truc, c'est que là, tu perds Chiesa. Jusqu'à la fin de saison, c'est un nouveau coup dur, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est sale. Ah ouais, c'était quand même un des joueurs. Même si l'Atalanta a un match en moins, la Fio est en train de se faire sanctionner là. Bon, si l'Atalanta gagne son match en moins, t'es en 5-6 points. En gros, c'est la Juve qui peut peut-être jouer un coup pour sortir l'un des 4 premiers, mais pour moi, je pense que ça restera. Après, ça reste pas ouf encore hier, tu regardais. Ouais. Après, hier, tu sens que sur la remontée, c'était beaucoup un peu d'énergie du désespoir. Ouais, c'était pas ultra maîtrisé. Et avec une entrée de Morata qui fait l'entrée de Morata qui fait des différences énormes. Avec quelques erreurs défensives de la Roma, le fait que Locatelli se trouve entre tes deux centraux tout seul au 5m50 avec Morata qui fait son petit dribble, t'es là. Bon, après Morata fait un centre du gauche. Le but, c'est le 4ème ou c'est qui? C'est Smolny, je crois. Il fait une tête, il est trop court, il y a personne. Mais surtout même De Chilio qui fait du dépassement de fonction en envoyant un appel dans la surface. Bah oui, le mec De Chilio, le mec avec le moins de personnalité au monde quand je l'ai vu. Le mec il envoie ça, j'étais étonné. Dans son élément. Mais bon, je sais pas si c'est aussi le côté un peu complexe d'infériorité, de supériorité. Tu vois, peut-être que la Roma, vu qu'il y a souvent ces côtés. Après, je sais pas, je suppose, mais vu qu'il y a, on va dire, souvent la Juve qui a dominé, peut-être que quand tu arrives à les gagner 3-1, bah. Tu vois, il y a le stress qui peut revenir un petit peu vite dès que tu te fais remonter petit à petit. Je pense comme toi aussi trop d'erreurs. Là, c'est pas possible de prendre des buts aussi comme ça. Au bout d'un moment, tu le payes cash. Quoi. Alors, on a Elvin qui est un gros supporter de la Juve qui est présent avec nous justement pour. Il va nous donner une analyse bien précise de ce match-là, de ce qui s'est passé. Salut Elvin. Salut Elvin, ils sont où les Chipmunks? Bonsoir les gars. Juste pour lâcher ça, Kanto. Non, mais on a dû lui faire dans toute la pitié, attrapez-le là. Non, mais on a dû lui faire une bonne centaine de fois. Je suis un bof. C'est très très grave, Kanto. Elvin, bienvenue à toi. Alors, c'est vrai que ce match était complètement fou. À
à 3-1, on se disait tous que c'était plié en fait. Hein. On voyait absolument pas comment la Juve pourrait venir dans ce match-là. Et pourtant, la magie du foot fait que la Juve s'est imposée 4-3. On a donné un petit peu le scénario du match déjà sur le plateau. Raconte-nous un petit peu les détails en fait. Qu'est-ce qui a permis ce retour? Qu'est-ce qui l'a conditionné? Déjà, il faut savoir que c'est un scénario incroyable dans le sens où c'est quand même la Roma de Mourinho et la Juve d'Allegri qui s'affrontaient. Deux entraîneurs qui ont la mentalité la moins adaptée au foot italien à l'heure actuelle. Donc, voir 7 buts dans un match pour Mourinho et Allegri, elle était là, la grande surprise. Ouais. Non, après, comme vous l'avez dit, je pense que c'est un scénario juste fou qui aurait pu prédire ça. Surtout que en face, la Juve, depuis presque 2 mois, n'a jamais marqué plus de 2 buts par match en Serie A. Là, elle en marque 4 d'un coup. Comment je peux l'expliquer? Hier, j'avais du mal à analyser pour savoir si c'était la Roma qui avait perdu le match tout seul ou la Juve qui avait eu les capacités de revenir. Et ce matin, en regardant le match, je me suis dit que la Roma perd le match tout seul. Clairement, les Romains, les Giallos, ils avaient le match en main. Et après, tu as le but de Locatelli, le 3-2, qui redonne confiance à la Juve et qui, derrière, inquiète une Roma qui est mentalement encore plus fragile que la Juve. Hein. Faut savoir, la Juve, c'est très fragile cette saison, mais alors la Roma, ça arrive à être encore plus fragile. Contre le Milan, excuse-moi de te couper 2 secondes, contre le Milan, ils donnent le match. Hein. Dès le début, ils font 2 erreurs, ils donnent les 2 buts à Milan. Hein. Exactement. Mais de toute façon, la Roma, depuis 2 ans, c'est même pas 10% de victoire face à des concurrents directs. C'est une équipe qui donne 3 points quasi automatiques face aux gros. Et là, on l'a vu. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous avez regardé le match, mais à 3-1, la Roma a le match en main. Point. Je veux dire, si la Roma veut prendre les 3 points, elle les prend. Surtout face à une équipe de la Juve qui est tellement faible cette saison mentalement. C'est une équipe qui en est pas une. Et puis en fait, après, tu vois pas un monde où la Juve peut justement créer ce basculement en vérité, vu comme tu le dis à quel point la Juve est cette saison complètement dépassée. Après, tu as des changements qui font énormément de bien. Morata et Arthur, Morata qui remplace un Moeskin, donc tu mets une momie, c'est la même chose. Et après, tu as un Rodrigo Betancourt qui est complètement perdu et tu as Arthur qui le remplace. Donc tu as un peu plus de football qui commence à rentrer. Et l'entrée d'Arthur et Morata ont changé le match. Morata sur le but de Locatelli fait un travail monstrueux. Et puis après, c'est l'ensemble, le collectif Juve qui a pris confiance. Et puis on n'en a pas parlé, mais après il y a le scénario évidemment du carton rouge de Ligt qui donne encore plus on va dire, de dramaturgie au match. Et non, j'ai été surpris de me dire il y a eu 7 buts dans un match entre Mourinho et Allegri. Enfin bon, Allegri n'était pas sur le banc, c'était Landucci, son adjoint, mais il y a quand même 7 buts entre les deux équipes et je pense que ça a été une grande surprise. Ouais. Et la blessure de Chiesa dans tout ça, parce que ça doit quand même, enfin les supporters de la Juve, ça doit vous effrayer, non? Il faut savoir qu'en Italie, ce matin, évidemment qu'il y avait ce match dans la tête qui était spectaculaire, mais au sein du monde Juve, il y avait la crainte de savoir le résultat de Chiesa. Il y avait déjà hier soir une énorme crainte au sein du monde Juve qui s'est confirmée ce matin après les résultats. Je ne vais pas te dire que c'était une surprise parce qu'on s'y attendait tous. Malheureusement, c'est une énorme perte puisqu'il faut savoir que Chiesa, c'est le meilleur joueur de la Juve, c'est le joueur qui tient la Juve. C'est le joueur qui te fait n'importe quoi à n'importe quel moment et c'est le joueur qui est aux antipodes de ce que représente la Juve lors de cette saison 2021-2022. Un joueur avec une mentalité, un joueur qui a envie d'aller de l'avant, un joueur qui percute. Bref, c'est un joueur qui est au-dessus de ce que peut représenter à l'heure actuelle cette saison la Juve. Et j'ai bien peur de voir la Juve encore plus galérer sans Chiesa et surtout une pensée pour la nationale et qui va devoir faire sans lui. C'est vrai aussi, ça va être compliqué. On n'en parle même pas, mais c'est vrai aussi qu'il y a l'Italie dans ce cas-là. Après, ça va, il revient en juin, non? 6 mois. Non, mais c'est quand les matchs de barrage, il ne sera pas là. Ah oui, le barrage, j'avais oublié ça. Bien vu. C'est pour moi que c'était déjà qualifié, donc je me disais. Et c'est le même truc où tu peux te dire, bon, je souhaite pas non plus ça, mais le Portugal, potentiellement, on peut avoir un Cristiano Ronaldo l'année prochaine qui fait fin de saison, qui fait ni la Coupe du Monde ni la Ligue des Champions. Putain. Imagine, si Manchester fait pas top 4, bien sûr. Pas sûr. Et imagine, il passe pas les barrages, t'as un Cristiano, pas de Ligue des Champions. Il reviendra au Real, t'inquiète. Ça serait horrible. Cristiano, il n'y a pas moyen qu'il fasse pas l'un ou l'autre. En tout cas, on est un peu pris par le temps, mais merci Elvin d'être venu comme d'hab dans l'émission. Toujours un plaisir de t'écouter. Merci à toi. Merci. À très très vite, merci beaucoup. Bon, eh bien écoutez, on va terminer cette émission tranquillement. Il nous reste 2 petites séquences, Maroc, le chronogate et après le quiz. Le Maroc s'impose 1-0 du coup. J'allais dire Cocorico, mais non, ça veut plaisir. J'avais mis match nul, moi. Putain. Jingle chronogate. Bon,
cette semaine, on a isolé 6 matchs. Juste avant, bien sûr, on remercie encore une fois PMU de nous accompagner à chaque fois pour cette émission. Je vous rappelle aussi encore une fois que si vous voulez participer, comme vient de le faire Elvin à l'émission, vous nous envoyez un petit DM sur Twitch, sur Twitter, pardon, sur la page hors jeu Twitch. Petit rappel. Non, faut pas rappeler la super cote boostée parce que le match a été reporté. Donc ça, c'est la super fraude boostée. La super fraude boostée là pour le coup. Et on regarde bien sûr le récap de ce qui s'est passé parce que c'était avant les vacances. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Qui a marqué des points, qui s'est effondré, qui a passé un combiné. Il y a beaucoup de verts. Très grosse semaine. Oh, mais on a tous rentré 4 trucs. Bah ouais, tout le monde a rentré 4 matchs sauf moi. Moi j'en ai passé 2, mais j'ai passé mon combi. Bruce a passé son combi aussi. C'est vrai. Incroyable. Et il dit ça, il est même pas. Et je voulais vous demander, parce que j'ai vu avec Juano avant, j'avais mon deuxième combi en cours qui dépendait du match d'Everton qui est décalé à je sais pas quand. Est-ce que je peux choisir un match avec nous pas, commence pas à nous faire une zalle, là, c'est bon. Une cote à 2,95, la même cote que ce match. Comme ça, on n'attend pas 4 mois comme Zal ici, machin. Moi j'ai un match en cours, mais moi c'est OL-OM. Mais j'avais pris l'OM à 4. Donc, toi c'est encore pire, ils savent même pas où le placer le match. Est-ce que vous m'autorisez à prendre une. Parce que je voulais prendre l'Atalanta à domicile contre l'Inter, même cote 2,95. Au moins, j'attends pas 4 mois. Ça peut être 2,95 ou plus. Hein. Oui, au minimum 2,95. Voilà. Est-ce que vous m'autorisez, les gars? Au moins cette semaine, je sais. Franchement, non. Il faut aller chier. Franchement, non. Franchement, on va attendre que le match se refait et on verra si t'en combien pas. Et bah si, il va se jouer. Depuis quand le match se joue pas? Ça sera fini dans un an. Bah non, ce sera pas dans un an. Ils vont trouver un petit créneau pour le T'inquiète, ils vont le retrouver. En plus, Everton, je crois, si j'ai pas le ça joue pas l'Europe, donc du coup, bah. Non mais t'as vu comment ça se tape en bas du classement? Ah ouais, non, c'est les pires coups. Toutes les semaines, je vous casserai les couilles toutes les semaines. Je vous en parlerai toutes les semaines. Mais gros, je suis le mec j'ai dû prendre au moins -3, -4 points, frère. Je suis dernier. Je suis nul. Non, t'as pas enlevé les points à chaque fois. T'es fou, j'ai perdu 3 ou 4 points au total depuis le début d'année. T'aurais mérité d'en perdre plus. D'ailleurs, je vais. Oui. Là, normalement, t'es derrière. Non, ça a été renvoyé. Non. Le pire, c'est qu'en perdant 3 ou 4 points, t'es à égalité avec moi. Alors que normalement, je devrais être au niveau des fraudes du FC. Non, moi, potentiellement, j'ai 2 points de plus. Putain. Mais regarde, c'est qui premier, frère, je suis dégoûté. L'autre, il est à moitié TikToker, moitié prono, il nous rend fou là. Il nous rend fou. Ça n'a aucun sens, les connaisseurs. Le TikTok de la meuf qui lui ressemble là, j'étais mort, gros. Vraiment, la meuf qui te ressemble. Inversé, les 3 fraudes, ils sont devant et les connaisseurs, ils sont derrière. En tout cas, c'est ce que j'allais dire, c'est bien, c'est ce qui prouve. Ceux qui comprennent le foot, gros, on est derniers. Ceux qui ne pipent rien à ce sport, ils sont numéro 1. Moi, je dis, comme dira un grand philosophe, les hommes mentent mais pas les chiffres. Moi dans les numéros 1, gros, il y a 2 personnes qui pipent rien au football, c'est Braque et le chat. Non mais ça fallait même pas perdu. Ça c'est de la haine, tu vois, c'est de la haine combinée avec je sais pas quoi. Ça va. Si on peut pas rigoler, on fait quoi? C'est nul. Premier, qu'est-ce que tu veux que je rigole pas? Moi, t'es nul. On regarde les quiz, t'es claqué, frère. Les quiz, t'es nul. Quand il faut sortir de la vraie connaissance, t'es naze. J'ai gagné le dernier quiz de oui, mais t'as gagné. La dernière fois, t'as gagné un quiz. Mais la dernière fois qu'il a gagné un quiz hors jeu, c'était en noir et blanc. Qu'est-ce que tu racontes? C'était même pas 3-4 semaines. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai gagné un quiz il y a même pas longtemps. Défoncé tout le monde au quiz de fin d'année. Bon, alors cette semaine, on a 6 matchs. Je vais me perdre parce que franchement, il y a 1 milliard de matchs. J'en peux plus. Merci Juano. Alors attends, parce que même là, les logos, frère. Maroc. Ça va. Ghana. Non mais frère. Alors Maroc-Ghana, ils viennent de se finir du coup. Voilà, Nigeria, Égypte. Nigeria-Égypte. Voilà, c'est ça. Tunisie. Les Aigles de Carthage, Tunisie et Mali. Ah ouais, tu vois. Tunisie, Mali, City, Chelsea. Alors à côté, c'est le Barça. Avec le Real Madrid. Le Real. Et derrière, c'est l'OM contre le Lille Olympique. Métropole, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà les matchs, les amis. On découvre. Ouais, on va se faire un récap parce qu'il y a trop de matchs là. Tu peux balancer le récap direct. Un team n'a pas besoin de faire. Voilà. Bruce a déjà perdu un Bruce, point. c'est bien fait. Ouais, je suis le seul. Ouais, mais ça aurait dû faire nul encore. On suivait le match du coin de l'œil, le nul. Moi, c'est la logique et je me fais toujours niquer. Attendez, il faut que je raconte quand même l'histoire parce que ce match-là, c'est Bruce qui a dit tout à l'heure dans notre conversation WhatsApp. Moi qui ai eu l'idée. Il a dit les gars, venez on rajoute Maroc-Ghana comme ça à la fin de l'émission. On sera fixé sur qui aura pris des points. C'est le seul qui a perdu. Et oui, gros. Mais du coup, venez on l'enlève. Non, on n'a jamais fait ça avant un match. Moi, ce qui me filme quand même, c'est comment il y en a aucun d'entre nous qui voit Chelsea ou alors le Barça gagner.
Ah bah parce que c'est logique en fait. Enfin, je veux dire. C'est logique. Moi, franchement, City, ça dépend. Hein. City, Tu dis j'adore. ça, t'as mis Manchester et Real. Bien sûr. Mais City, quand il joue d'une certaine manière, moi, je pense que genre quand il joue avec ces derniers temps, quand il joue avec un 9 et des ailiers en faux pied, j'aime moins. Et donc, je sais pas pourquoi c'est une formule que Guardiola reprend, mais c'est une formule qui a été au cœur de leur dernière défaite. Et si c'est une formule qui reprend la face à Chelsea, ça m'étonnerait pas de les voir Chelsea alors. galérer. Alors, attends, une question. Je prévois les compos. Mais non, mais je te dis juste que selon cette compo, je pense que ça pourrait le faire. Tu nous dis personne met Chelsea. Des grandes explications pour mettre City. Mais on peut parler foot ou pas? On n'en peut plus, frère. T'es chelou, Zach. Et le Real Madrid parce que le Barça soit chier, voilà, c'est bon, ça on voit. Alors, Bruce et Braque, on a mis nul entre Marseille et Lille, sinon tout le monde a mis Marseille. Et puis voilà, de toute façon, vous avez le récap. Et puis maintenant, on met le récap des combis. Voir qui a la plus grosse cote. En plus, je l'ai fait pour te faire plaisir, Bruce Combi. Du coup, vous m'autorisez vraiment pas à aller avec le match à 2,95. Moi, je vous laisse vous battre. Ça va être relou pendant 4 mois. Oh, j'ai mis Nantes qui gagne contre Nice à Nice. Oh. Quoi? Cote à combien? 4 à 4. 4 victoires de Nantes. Alors ok, il manque le grand Moses Simon et tout, mais vas-y, je me dis que la chatte de Bruce versus la chatte de Galtier, il y a quelque chose qui peut... Moi, dans les pronos, j'ai pas de schneck. Il y a quelque chose qui peut entrechoquer. Il a déjà rentré Maroc, là. Il a mis le Maroc dans le camp. Ah, Zal, il s'est déjà mis bien. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, attends, mais Maroc-Égypte, ça suffisait? Ah ouais. Oh, la fraude. Ah, il s'est mis très bien. Oh, la fraude. Après là, c'était chaud le match. L'Égypte gagnera pas. Toi aussi, t'es venu avec une salade composée de petites couilles, là? Kanto. Un 40, un 34, un 30 là. Calmement, on a juste fait aujourd'hui. Les petites boboules qui sont là, tranquilles. Moi je vous propose Strasbourg est nul et bien sûr vous choisissez sur le chat, voilà. Ah ouais, j'avoue, maintenant ils peuvent voter pour un match qui a eu lieu. Ils ont déjà un résultat. Ah ouais, ils n'ont pas le droit de voter Zal. Ils peuvent voter pour tout sauf Zal. Ah oui, c'est une douille. Ah oui. En gros, faut que le chat ne peut pas voter pour un combi où il y a déjà eu. Ah oui, il peut pas voter pour ça. Oh, les douilleurs de fou. D'ailleurs, je sais même pas si en région on a balancé le sondage. Donc votez, vous mettez les 4 autres, mais pas Zal. On va pas commencer un combi à 1 sur 2 où ils peuvent choisir ça. C'est trop facile. Autant Zal, quand il a donné son prono, il n'y a pas eu le match. Moins un point pour cette tentative de corruption. Là, c'est moins un point. Le chat, pourquoi ils ont jamais rien? Ils veulent douiller. Moins un point. Juano. T'es au bord de la plage, moins un point le chat. Moins un point le chat. Bon, Bruce, garde cette pêche parce que du coup, c'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. C'est parti. Bon, alors un quiz qui a été fait par Wano. D'accord, ok. Ça va tranquille. Moi, ça me moins un point pour le chat, je suis très sérieux. Non, mais on est sérieux. Ils avaient 42 points, ils sont à 41 maintenant. Ouais. Je suis d'accord. Allez, c'est parti le quiz. Bruce, quel est le thème? Tiens, c'est beaucoup autour de la canne. Ouais, enlève la D'accord. C'est Juano qui a fait le quiz, je préviens. Autour de la canne. Ah ouais, putain, Bruce, il a des mecs qui bossent pour lui. J'ai perdu. Ouais, non, Bruce, je voulais Bruce, c'est next level. Je voulais faire le quiz. Juano a dit si tu veux, je m'en occupe. Tu vois, il était chaud. Okay. Il était avec sa petite grenadine au bord de la plage. Il était déterminé. Il t'a donné un quiz. Perdu. En direct de Mexico. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez, défonce. Hein. Alors, qui a fini meilleur buteur de la CAN 2019? Braque? Bounedjah. Non. J'allais dire Bounedjah, donc j'attends. Marez? Non. Qui a fini meilleur buteur de la CAN 2019? Sur le chat, il y en a qui ont trouvé. Je l'ai. Slimani. Non. Putain, c'est pas forcément l'Algérie en plus. Bah ouais, c'est ça. Je vous le dis, c'est pas l'Algérie. Ouais, bah ouais. Sadio? Non. Non, Sadio, il a pas marqué autant. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Oh, déjà, dès la première question, ça galère en léger comme ça, là. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Ouais, vas-y, Kanto. Keita Baldé-Diao? Non. C'est long, là. De toute façon, donner un indice, après, c'est rapidité. Hein. Cet indice, vous allez le comprendre logiquement, ça va vous donner au moins l'équipe. Il aime bien les aigles. J'espère que je dis pas de la merde, mais c'est censé vous donner l'équipe. Ouais, bah, il y a les aigles de Carthage, il y a les aigles aussi, tout court. C'est qui qu'on appelle les Super Eagles? C'est le Nigeria. C'est en ce sens, moi, que je veux. Putain, bah, Moïse Simon. Non. Putain. Osimhen, il était pas déjà, je crois. Je suis pas sûr. Osimhen, c'est vraiment l'année dernière ou l'année d'avant? Musa? Si je dis pas de conneries, il est passé il y a pas longtemps à United en plus. À United? Igalo? Igalo.
Ah ouais, putain, ouais, faut aller le chercher. Oh là là, fallait le chercher lui. Hein. Gallo. Putain. Bien vu. Ah, j'avoue, L'Indice United. Je vous les ai donnés comme je peux, les gars. Non, l'Indice United, putain, je me suis pas rendu compte qu'il Pas avait mal, marqué pas mal, autant. pas mal. Un point pour Zach, GG. Pas mal. Là, à mon avis, ça va être plus simple, il va falloir être plus rapide. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais, Qui a été élu meilleur joueur de la CAN? Braque en Riyad premier. Mahrez. Non. C'est pas possible. Bagdad Bounedja. Non, mais putain, là, vous avez... Benasser. Benasser. Ah, Non, les c'est gars, C'est vrai, c'est vrai. grand joueur du Milan, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien. c'est vrai. 2 points pour Zach. Son petit rire là. Il m'énerve. Ok. Je suis éclaté. Alors là, je vous la lis comme il l'a écrit. Quelle a été l'affiche de la finale de la CAN 2017? Braque. Algérie contre Cameroun. Non. Putain. Cameroun Côte d'Ivoire. Non. Vous avez une équipe... C'est l'Algérie. Non. Ah non. Donc, vous avez trouvé le Cameroun. C'est Maintenant, vous allez avoir un choix chacun. S'il y en a un qui me trouve l'équipe en face, c'est Mhm. lui qui prend le point. Ok. Sénégal. Non. Non, non, c'était pas le Sénégal. Pour moi, c'est Rien. Cameroun Sénégal. Non. Dans la rue, sur la canne. Égypte. Égypte. Ouais, Ah, C'était ça. belle. Un point pour Prac. Ouais. Belle, Ça. belle, belle. bien sûr. Waouh, mais là, il est allé. Ok. Non, si, ok. Avec Mahmoud Trezeguet. On revient en 2019, à la CAN 2019. Quelle a été l'affiche de la petite finale? Oh, dur. Donc, match de la 3e place. Oh, dur. Question à Rouaneau. hein. Oh, Après, Cameroun-Nigeria. essayez, on en a parlé un peu tout à l'heure en plus, c'est de vous refaire qui y avait qui en demi-finale. Cameroun-Nigeria. Non, Il y avait le Nigeria en tout cas. Côte d'Ivoire, Nigeria. non. Il y avait le Nigeria, donc pareil. Nigeria-Égypte. Non. Ah putain. Vous avez le droit, vous deux, à une tentative encore. Pour trouver qui était en Ah face du Nigeria. putain. Le Nigeria a gagné 1-0. Ghana-Nigeria. Non. Nigeria, Mali. Non. Tunisie. Ah bah ouais. Pas de points de distribués. Ça rien. Alors attends, parce que je découvre un peu aussi les questions. Qui sont les Émission 5 frauduleuse. équipes africaines? Attends. Ok, là c'est un point par bonne réponse. Ok. Vous levez bien la main, machin. Les 5 équipes africaines ayant participé à la CDM 2018. Kanto. Ghana. Non. Le Maroc. Ouais. Le Nigeria. Ouais. Algérie. Non. J'en sais rien, je dis au- Le Sénégal. Ouais. La Tunisie. Ouais. Il vous en reste un. Je l'ai. Égypte. Égypte. Attends, par contre, c'était à lui direct. Genre, il a pu enchaîner 2 fois. Là, en vrai, c'était celui qui levait la main. Bah ouais, Zach. vas-y, il a vas-y. levé la main, là, Vas-y, tu sais. vas-y, vas-y. J'ai l'impression d'être un suprémaciste blanc, on pose des questions sur la canne, je connais rien, c'est terrible. Attends, on a. T'as pris 3 points, moi 2. Là, t'as C'est pris moi. ta quête C'est moi points, qui ai eu le Braque. Nigeria, on est d'accord? Braque, il a pris 3 points, je crois. Ah, et moi 2. 3. Ok, Par bah contre, j'égalise le alors. classement est un- Ouais, J'égalise, ça veut dire. ok. Ok. Bon, là, je pense que c'est rapidité, les gars. Non, Là, attends, pourquoi il y a 2 points? C'est 3-3-0. Ah ouais, ok. Là, je suis à 4 là. Moi, je suis à 4 normalement. Ah, non, c'est 4-4. Pardon. 4, 4 Ouais, et 0 pour Kanto, je crois. là vraiment, c'est rapidité, je pense. Quel pays est le plus titré dans l'histoire de la CAN? J'ai levé. Putain, je sais pas qui a levé le plus rapidement entre vous deux. La dernière fois, je m'étais fait voler hein, Je quand sais ça a pas fait ça. qui a Vas-y, tu sais levé quoi, je lui laisse la main. L'Égypte. l'Égypte. Bah oui. Mais t'es con, pourquoi tu lui dis je lui laisse la main? Il est con, Braque. Ah, quand merci. même. Parce que moi, je suis Merci. pas. La dernière fois, je m'étais fait douiller sur ce bail. Franchement, hein. ça a été à peu près pareil, ça s'est joué. Après, j'ai fait un J'allais geste un peu demander plus au tranquille, tu chat. vois. Ouais, ouais. Ok. Pas grave. Il reste combien? Là, les gars, pareil. Ouais, mais là, c'est. Il reste combien de Vous questions? allez tous donner une réponse. Ok. Je vais vous donner 3 équipes. Vous aurez le droit de donner la même réponse. Si vous avez la bonne réponse, vous marquez un point. Vous réfléchissez. Je vous laisse 5-10 secondes. Ok, Et à un moment, vous sortez tous une réponse, ok? d'accord. Parmi ces 3 équipes, laquelle n'a jamais remporté la CAN? Il a pas mis les. Ah si. Maroc, Sénégal, Ghana. Laquelle n'a jamais remporté la CAN parmi ces 3 équipes? Non mais. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, vous allez tous donner une réponse. À 3, 2, 1, vous donnez une réponse. Ok, Vas-y. 3, 2, 1. Sénégal. Sénégal.
Il y a que Kanto qui prend pas de points. Oh, le suprémaciste. Il est en train de faire un quiz. La pause qui va avec. Je croyais qu'il allait mettre son point, Kanto. Ah ouais, c'est chaud. Oh, le quiz. Déjà qu'on est nul sur ce quiz, mais alors Kanto, gros. Dans ma vie, j'ai honte. C'est honteux. J'ai tellement honte. Tu remercieras Ruano. Les gars, pareil là, ça pète, je pense, rapidité. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN? Braque? Youssouf Hadji. Non. Oh, Youssouf Hadji. Oh, putain, bon, Là, t'attends j'attends. un peu, Braque. Samuel Eto'o. Eto'o. Oh. Mais tu sais que ça, faire ça, c'est pire en fait pour lui. Et il Eto'o, le prend encore plus mal. en Eto'o, vrai. 18 buts au Ah, passage. quand même. Il reste une question? Là, il en reste une en fait. Ah, c'est la dernière. Ça concerne plus la CAN, Kanto. Ok. Là, il y a 2 points Et pour je celui l'ai qui va jamais suivi, la tenir CAN. le plus longtemps. C'est la première année ça où va j'ai être envie de cité, le il va suivre. falloir citer. On va commencer par Kanto, du coup, qui est Combien dernier. 6 points, t'as dit, c'est ça? Hein 6 points? Voilà. Du coup, oh putain, là, il est allé. On va commencer par toi, Kanto, un par un. Ouais. Et celui qui reste à la fin, il prend 2 points. Citez-moi des noms de stades de Ligue 1. Ah ouais, ok. Francis Leblé. Allez, Le Groupama Stadium. ouais. Le Parc des Princes. Stade Vélodrome. Ouais, si. On va pas faire. Non, Orange Vélodrome, ouais. On va pas faire le gamin. Pierre Mauroy. Ouais, L'Alliance Riviera. ouais, Louis II. oui, La Méno. oui. Il y a des trucs là, je t'avoue, je vérifie même pas parce que ça me parle, mais. Le Roazhon Park. On l'a pas dit ça? Non, Non. non. Ok. Le Roazhon Pour Park. capter qui c'est qu'on a fait, qui c'est qu'on n'a pas fait. Bah après c'est le jeu, hein. C'est comme ça. hein. Geoffroy Guichard. Hmm, Le match plus Atlantique. Putain, hmm. c'était le mien. La Mosson. Ça a pas été dit ça? Bah non, Non. bah non. Ok. La Beaujoire. Merci Kanto, j'ai cru que personne allait le citer quand même. Euh, Kanto, il prend un point bonus. le Stade Bollaert. Ouais. Bien vu. Putain, à chaque fois il a les miens quoi. Je sais même plus qui on a dit pas Il y a, je vais pas en vous gros, on mentir. n'a pas fait Clermont, on n'a pas fait 3. Ouais, Mais ceux-là, il faut aller les trouver. Alors, Faut aller les choper. vous avez fait Brest, hein, oui, vous l'avez dit. Ouais. Francis Leblé. Clairement, Je vous l'ai n'avez donné en pas premier, je fait. fais un gros Angers, vous l'avez pas fait, je crois. Non. Mais attends, faut pas donner des indices, faut qu'on Oui, mais réfléchisse si, aussi. si les noms, vous les avez pas, tu vois, je vous le dis. Ouais, ça mais vous faut. aide. Clermont, Angers, Lorient, vous avez fait. Moi je sais certains Non, qu'on a pas Lorient, fait. on l'a Non, pas Lorient fait. on n'a pas fait. Lorient, on a fait le stade de la route de Lorient. Ah, vous avez pas fait Lorient ok. Non. C'est Roazhon Park. Mais Lorient, c'est putain, c'est Lorient en plus que j'ai. Metz, vous l'avez fait? Non. Non. C'est à qui là? C'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. Saint-Symphorien. Voilà. C'était pas à moi? C'était à moi. C'était à lui. Connard. Ouais, vous en reste 3-4 en vrai. Bah, il reste ce qu'on a dit là. Est-ce que Clermont. J'en ai un. Vas-y. Non mais attends, c'est à quand Ouais, mais- Ouais, c'est à Kanto. Je sais plus. Non, attendez. Là maintenant, s'il y en a un qui est capable de m'en sortir un, c'est lui qui prend les 2 points. Est-ce que quelqu'un. J'en ai, Attends, je toi, crois que j'en ai même 2. Toi, attends, garde en tête. Est-ce que Braque, dans les Non, 3 j'ai secondes, pas. tu peux en sortir un? J'ai Kanto. pas. Non, je J'ai sais pas. plus. Donc, Zach. Auguste Delaune Ouais, bien vu. et le Stade de l'Aube. Pas mal. Bien Ouais. vu. Pas mal. 3 et Reims, je Ouais, il crois. a gagné. Bon, Zach. Putain, Reims aussi. Let's go. Reims, je l'avais, mais j'y pensais plus qu'il y avait Reims. Et Clermont, Ouais, c'est quoi? Clermont, c'était. Gabriel Montpied. Ah bah ça, je l'avais pas du tout. T'as vu, celui-là, il était pas évident. Gabriel Montpied, frère, j'ai J'avoue l'impression que ça part Clermont, quand il y a Clermont, je l'avais pas du tout, gros. Bon, bah Ah ouais. retour Bon, en bah, plateau ton- et petite Et victoire Raymond au quiz. Copa, Regarde ouais. l'autre là, regarde Le comme il- stade Copa Angers, on l'avait pas dit, je crois. Ouais, non, on Il y a l'avait un pas de ceux dit. qui manquait. On l'avait pas dit. Ouais. Putain, ouais, j'avoue, on pouvait le trouver. Si, celui-là. Bollard, vous l'avez dit, Bollard. Oui, je l'ai dit. Ils ont Oui, dit il a été Bollard, dit. quand même. Bon, eh bien merci à tous, merci pour cette émission. Encore une fois, on se retrouve lundi prochain, voilà, pour débriefer, continuer à voir un petit peu. On reparlera de la CAN, bien entendu. Hein, il y aura peut-être un petit peu plus d'avancée, on aura un peu plus de recul, et bien sûr tout le reste, la Ligue 1, le football européen. Et si jamais il y a des sujets, on les fera. Et si jamais vous voulez participer à l'émission, vous le savez, sur Twitter, hors jeu, Twitch, un petit DM et c'est réglé. Salut à tous, merci. Ciao, les gars. Ciao.